Il y a des millions d'années, bien avant que les dinosaures foulent la Terre, notre planète respirait déjà sous d'autres ciels. Les continents n'étaient pas ceux que nous connaissons. Les océans charriaient train d'autres vies, et pourtant, quelque chose demeure dans le silence des roches. Certaines anomalies géologiques semblent défier le temps, comme si elles portaient de l'empreinte d'une intelligence oubliée, née puis éteinte avant même que la vie reptilienne ne domine. Et si l'histoire de la Terre n'était qu'un livre dont nous n'avons lu que les dernières pages? Et si, dans l'ombre de l'ère paléozoïque, une civilisation avait éclos, prospéré, puis disparu, ne laissant derrière elle que des murmures fossilisés sous des kilomètres de pierre? Ce n'est pas un mythe que nous explorons, mais une possibilité que la science elle-même ne peut totalement écarter. Bien avant que les géants écailleux que nous appelons dinosaures ne fassent trembler la Terre de leurs pas titanesques, bien avant que les fougères géantes ne recouvrent des continents entiers, la Terre existait déjà depuis des centaines de millions d'années. Elle respirait, se métamorphosait, se souvenait en silence. Dans ce passé profond, presque inimaginable, s'étendent des ères entières dont la mémoire nous échappe. Ces mondes disparus, ensevelis sous les strates de pierre, portent encore les traces d'événements colossaux, de vies étranges, et peut-être, qui sait, de formes d'intelligence qui ne ressemblent en rien à ce que nous connaissons. Notre chronologie commence souvent avec les dinosaures. Ils sont devenus le symbole de l'ancien monde, un repère familier, presque rassurant dans l'immensité du temps. Pourtant, leur règne ne débute qu'il y a environ 230 millions d'années. Or, la Terre elle-même est âgée de plus de 4,5 milliards d'années. Entre sa naissance et l'apparition des premiers reptiles géants, s'étend un océan de temps si vaste qu'il défie l'entendement. Dans cet intervalle, des continents sont nés et ont disparu. Des océans se sont ouverts et refermés, et d'innombrables formes de vie sont apparues, ont prospéré, puis se sont éteintes, sans laisser d'autres souvenirs qu'un souffle dans la roche. Parmi ces ères oubliées, le Paléozoïque se distingue comme une période de transformation profonde. C'est un monde qui s'étend sur près de 300 millions d'années, débutant il y a environ 540 millions d'années avec ce que les scientifiques appellent l'explosion cambrienne, une floraison soudaine et spectaculaire de la vie. Avant cela, la Terre semblait presque endormie. Des bactéries, des algues, quelques formes multicellulaires simples. Puis, brusquement, la vie se diversifie, se complexifie, se répand dans les mers. Des créatures bizarres, dont certaines paraissent sorties d'un rêve, nagent dans des océans primitifs. Certaines possèdent des yeux composés d'une sophistication étonnante, d'autres construisent des structures minérales protectrices, prémisbes de coquilles et d'exosquelettes. C'est dans ce tumulte biologique que s'ouvrent les portes d'un questionnement troublant. Si la vie a pu passer si rapidement de formes simples à des organismes complexes, pourquoi exclure la possibilité que certaines lignées étoignent et poursuivi leur chemin vers une intelligence plus avancée? Après tout, 300 millions d'années, c'est un laps de temps si long qu'il dépasse de loin toute l'histoire de l'humanité. Ce que nous appelons civilisation ne remonte qu'à quelques milliers d'années, une poussière à l'échelle du Paléozoïque. Les continents de cette époque n'étaient pas ceux que nous connaissons. Ils dérivaient lentement, s'entrechoquaient, fusionnaient pour former d'immenses supercontinents comme Gondwana ou l'Eurussia. Or là où nous voyons aujourd'hui des déserts, il y avait autrefois des mers intérieures. Là où s'étendent les océans modernes, d'anciennes chaînes montagneuses s'élevaient vers le ciel. Ce paysage mouvant offrait des habitats innombrables, propices à l'évolution. Dans les mers peu profondes, des récifs complexes abritaient des écosystèmes dynamiques. Sur les terres émergées, la végétation primitive colonisait peu à peu les rivages. Puis vint l'Ordovicien, puis le Silurien. À mesure que les ères s'écoulaient, la vie gagnait du terrain. Les premières plantes terrestres apparurent, timides mousses accrochées aux sols humides. Les premiers arthropodes s'aventurèrent sur la terre ferme, suivis de près par des vertébrés aux nageoires robustes, précurseurs des amphibiens. L'histoire de la vie se déroulait lentement, mais inexorablement vers la complexité. Et dans ce processus, l'intelligence, cette capacité à percevoir, à comprendre, à transformer son environnement, n'était peut-être pas une exclusivité future. Elle aurait pu émerger bien avant dans des formes dont nous ne soupçonnons même pas la nature. Pourtant, si une civilisation avait existé à cette époque, que resterait-il d'elle aujourd'hui? C'est ici que le silence des roches devient éloquent. La surface terrestre est un palimpseste en perpétuel renouvellement. L'érosion efface, les plaques tectoniques engloutissent, les volcans recouvrent. En quelques millions d'années seulement,
Presque tout ce qui a été bâti à la surface peut disparaître sans laisser de traces discernables. Même nos propres villes, si elles étaient abandonnées aujourd'hui, s'effriteraient en ruines invisibles en moins d'1 million d'années. Que dire alors d'une société ayant existé il y a 400 millions d'années? Certains scientifiques ont tenté d'aborder cette question sous un angle rigoureux. Ils parlent de indice silurien, une hypothèse spéculative qui explore la possibilité de civilisations industrielles antérieures à l'humanité. Selon cette idée, les seules traces plausibles ne seraient pas des artefacts, trop fragiles, trop éphémères, mais des signatures chimiques, des changements abrupts dans la composition de l'atmosphère ou des dépôts sédimentaires révélant l'exploitation massive de ressources. Or, certaines couches géologiques qui présentent effectivement des anomalies énigmatiques, des pics d'isotopes ou des concentrations de métaux difficilement explicables par des processus naturels connus. Ces anomalies n'impliquent donc pas nécessairement l'existence d'une intelligence ancienne, mais elles rappellent combien notre compréhension du passé est incomplète. L'histoire de la vie terrestre est aussi ponctuée d'extinctions cataclysmiques. 5 grandes crises ont presque anéanti toute vie à plusieurs reprises. La plus dévastatrice, à la fin du Permien, a effacé plus de 90% des espèces. Chacune de ces catastrophes a fonctionné comme une réinitialisation, effaçant les traces des mondes précédents, offrant à d'autres lignées l'opportunité d'émerger. Si une civilisation avait existé avant l'une de ces extinctions, elle aurait été effacée presque totalement. Même la mémoire biologique aurait été réécrite. Il existe pourtant des indices plus subtils, presque philosophiques, qui incitent à ne pas écarter cette idée. L'évolution semble avoir expérimenté plusieurs chemins vers l'intelligence. Les céphalopodes, par exemple, ont développé des capacités cognitives impressionnantes indépendamment des vertébrés. Les corbeaux, les dauphins, certains poissons montrent des comportements complexes, de la planification, de l'apprentissage social. Si tant d'espèces ont franchi le seuil de la conscience avancée dans un laps de temps relativement court, pourquoi supposer que cela n'a jamais eu lieu dans les vastes millions d'années précédant les dinosaures? Peut-être que ces formes d'intelligence n'ont jamais bâti de villes ou forgé de métaux. Peut-être que leur civilisation ne ressemblait en rien à la nôtre. Peut-être qu'elle s'est exprimée dans la biologie elle-même, dans la modification de leur propre corps, dans des symbioses élaborées, dans des structures écologiques aujourd'hui disparues. Peut-être même que leur trace est sous nos yeux, mais que nous la prenons pour un simple phénomène naturel, faute d'un regard différent. Dans l'immense théâtre du temps, l'humanité n'était qu'un souffle, et les dinosaures eux-mêmes ne furent qu'un acte parmi d'autres. Avant eux, le rideau s'était déjà levé et baissé de nombreuses fois, sur des mondes que nous ne pouvons qu'imaginer. Les roches gardent le souvenir des océans disparus, des montagnes effondrées, des continents oubliés. Elles murmurent l'existence d'êtres que nul ne reverra jamais. Et peut-être, enfoui plus profondément encore, un autre récit attend d'être entendu, celui d'une intelligence ancienne, éteinte avant même que le premier dinosaure ne voie le jour. Alors que nous plongeons plus profondément dans les strates du passé, une question persiste, obstinée, troublante. Si une civilisation avait existé dans ces âges perdus, serions-nous seulement capables de la reconnaître? Peut-être faudra-t-il apprendre à lire différemment les archives du monde, à apercevoir dans l'ordinaire des indices de l'extraordinaire. Dans les prochains chapitres, nous explorerons ces signatures invisibles, chimiques, minérales, fossiles, qui pourraient par exemple trahir l'existence d'un passé plus complexe que nous ne l'avons jamais imaginé. Car c'est dans les détails les plus infimes que se cachent souvent les vérités les plus vertigineuses. Avant que le rugissement des dinosaures ne résonne sur les plaines du Mésozoïque, avant même que les premières forêts luxuriantes ne s'étendent sur les continents, la Terre connaissait déjà une histoire longue, complexe, presque insondable. C'était une planète méconnaissable, façonnée par des forces lentes et implacables, peuplée d'organismes étranges dont la plupart n'ont laissé aucune trace visible à nos yeux modernes. Cette époque, que les géologues appellent le Paléozoïque, s'étend sur près de 300 millions d'années, un théâtre immense où se sont succédés des mondes disparus, chacun plus mystérieux que le précédent. Pour comprendre ce que pourrait signifier l'existence d'une civilisation avant les dinosaures, il faut d'abord apprendre à lire ce monde ancien. Le Paléozoïque n'était pas seulement un chapitre oublié de l'histoire terrestre, c'est un univers entier, avec ses continents dérivants, ses climats changeants, ses océans foisonnants de vie et ses extinctions dévastatrices. Tout y est à la fois familier et étranger. Même les cieux, le rythme des saisons,
La composition de l'air différait profondément de ce que nous connaissons aujourd'hui. Respirer l'atmosphère de cette époque aurait été impossible pour nous. Marcher sur ces sols, si tant est qu'ils existaient encore à l'état stable, aurait été une expérience déroutante, comme voyager sur une autre planète. Au début du Paléozoïque, il y a environ 540 millions d'années, la Terre sort d'un long sommeil géologique. Le supercontinent Rodinia s'est disloqué, libérant de vastes étendues océaniques. La planète est encore marquée par les glaciations sévères du Néoprotérozoïque, des épisodes de froid extrême qui ont peut-être transformé les mers en d'épaisses couches de glace. Lentement, le climat se réchauffe et les océans deviennent le berceau d'une explosion de vie sans précédent. C'est là, dans les eaux chaudes et peu profondes, que se déroule l'une des plus grandes révolutions biologiques, l'explosion cambrienne. Durant ce moment charnière, la diversité de la vie explose soudainement. Des formes complexes apparaissent presque simultanément, dotées d'organes sensoriels développés, d'exosquelettes, de membres articulés. Certains chercheurs y voient un simple saut évolutif. D'autres y perçoivent un événement dont les causes profondes restent encore mal comprises. Cette accélération soudaine soulève des questions troublantes. Est-elle uniquement le fruit d'une évolution naturelle ou révèle-t-elle quelque chose d'autre, de plus profond, de plus intentionnel ? Une question sans réponse certaine, mais qui alimente depuis longtemps les spéculations sur la possibilité d'un développement de l'intelligence bien avant notre époque. À mesure que le Paléozoïque progresse, les continents se rapprochent, s'éloignent, fusionnent. Gondwana, immense masse terrestre, dérive lentement vers le pôle sud, recouvrant des zones qui deviendront un jour l'Afrique, l'Amérique du Sud, l'Antarctique et l'Australie. À l'opposé, de petits continents se déplaçant vers l'équateur, créant de vastes mers peu profondes où prospèrent des récifs coralliens primitifs. Ces environnements riches offrent des habitats variés, stimulant encore l'évolution. Dans ces océans, la vie atteint un niveau de complexité fascinant. Des trilobites, semblables à des insectes marins blindés, dominent les fonds marins. Des céphalopodes primitifs développent des patteux et des capacités de chasse sophistiquées. Certaines créatures exhibent des organes sensoriels étonnamment complexes, capables de percevoir la lumière, le mouvement, peut-être même des champs magnétiques. L'intelligence, ici, n'est pas absente. Elle est simplement différente, silencieuse, intégrée au rythme de la mer. Mais le Paléozoïque n'est pas qu'un âge d'épanouissement. C'est aussi une époque de bouleversement cataclysmique. L'Ordovicien se termine par l'une des premières grandes extinctions massives, effaçant une grande partie de la vie marine. Plus tard, au Dévonien, une série d'événements d'anoxie, un manque d'oxygène dans les océans, provoque la disparition d'espèces entières. Chaque crise efface des millions d'années d'évolution, redéfinissant le paysage biologique. Et pourtant, après chaque effondrement, la vie revient, plus diverse, plus ingénieuse. C'est dans ces cycles de destruction et de renaissance que certains chercheurs voient la possibilité d'émergence multiples de formes d'intelligence avancée. Si la vie a pu s'adapter, se diversifier et se complexifier après chaque catastrophe, pourquoi n'aurait-elle pas pu, à un moment donné, franchir le seuil de la conscience technologique ? Si cela s'est produit, ces traces auraient été effacées plusieurs fois, englouties par les océans, broyées par les mouvements tectoniques, transformées par le feu de la géologie. Même la surface de la Terre, que nous considérons comme stable, est en réalité un décor fragile et temporaire. En quelques dizaines de millions d'années, des chaînes de montagnes entières sont érodées jusqu'à disparaître. Des bassins océaniques s'ouvrent puis se referment, des continents entiers changent de position, se brisant, fusionnant, s'enfonçant sous les mers. Une civilisation ancienne, même hautement avancée, pourrait être totalement effacée par ces processus. Il ne resterait rien de ces villes, rien de ces monuments, rien de ces outils. À la place, Montseprante peut être une fine anomalie dans une couche sédimentaire, une variation subtile dans la composition isotopique d'un minerai. Des indices trop ténus pour être reconnus comme artificiels. Cette idée peut sembler improbable, mais elle s'appuie sur un constat simple. L'histoire de la Terre est bien plus longue que celle de l'humanité. Ce que nous considérons comme l'histoire, l'émergence de l'agriculture, des villes, des sciences, ne couvre qu'une fraction infime du temps. Nos plus anciennes civilisations remontent à quelques milliers d'années. Même les premiers Homo sapiens n'ont foulé la Terre que depuis environ 300 000 ans. Comparée aux centaines de millions d'années du Paléozoïque, notre présence est celle d'un souffle passager. Et pourtant, ce souffle a suffi pour remodeler la planète.
En 2 siècles seulement, notre révolution industrielle a modifié l'atmosphère, changé le climat, altéré les cycles chimiques des océans et du sol. Si nous disparaissions demain, ces marques subsisteraient durant des millions d'années, peut-être plus longtemps encore. Elles constitueraient des indices, ténus mais réels, de notre existence. N'est-il pas concevable qu'un autre souffle, venu d'un autre temps, ait laissé des traces similaires, aujourd'hui méconnaissables? Certaines formations rocheuses intriguent justement les géologues pour cette raison. Des couches sédimentaires montrent des augmentations brusques de carbone ou de métaux, des signatures qui pourraient être interprétées comme le résultat d'activités biologiques ou industrielles. Bien sûr, les explications naturelles existent, volcanisme intense, changement climatique, événements océaniques, mais aucune certitude absolue n'exclut d'autres causes. Imaginer une civilisation dans ce contexte n'est pas une fantaisie, mais une invitation à repenser notre conception de l'histoire. Nous sommes habitués à chercher des preuves matérielles, ruines, outils, inscriptions. Mais sur des échelles de temps de centaines de millions d'années, ces preuves ne sont pas fiables. Ce qu'il faut chercher, ce sont des indices moins directs, plus abstraits, des changements géochimiques, des structures d'un minéral improbable, des modèles d'évolution inexplicables. Dans les profondeurs du Paléozoïque, tout devient possible. Peut-être que certaines espèces ont développé des formes d'organisation sociale complexes, des langages chimiques ou visuels sophistiqués. Peut-être qu'elles ont manipulé leur environnement d'une manière qui ne laisse aucune trace évidente. Peut-être même qu'elles ont transcendé la matière, évoluant vers des formes d'intelligence que nous ne serions pas capables de reconnaître. Ce monde ancien, dans toute sa complexité, nous rappelle une vérité essentielle. Nous ne sommes pas les premiers à habiter cette planète. Nous ne sommes peut-être même pas les premiers à l'avoir comprise. L'histoire terrestre est une spirale de création et d'effacement, de progrès et d'extinction. Chaque époque a vu naître des merveilles que la suivante a oubliées. À mesure que nous avançons dans cette exploration, une idée s'installe doucement. Peut-être que l'intelligence n'est pas une exception rare, mais une conséquence naturelle de la vie lorsqu'on lui laisse suffisamment de temps. Et si tel était le cas, alors il est presque inévitable qu'elle ait surgi bien avant nous, dans des formes que nous n'avons pas encore appris à voir. Dans la prochaine étape de notre voyage, nous quitterons les paysages changeants de ce monde ancien pour nous pencher sur un mystère encore plus profond, les signes qui pourraient trahir l'existence d'une activité consciente dans les archives des géologiques. Ces murmures de sang fossiles que la Terre a dissimulés dans ses entrailles depuis des centaines de millions d'années. C'est là, dans les détails muets au coin de la pierre, que pourraient en se cacher les secrets les plus anciens de notre monde. La Terre est une archiviste patiente, mais elle est aussi une conteuse imparfaite. Elle conserve les traces de son passé dans la pierre, couche après couche, comme des pages empilées au fil des ers. Pourtant, ces pages sont souvent déchirées, effacées, réécrites. Certaines sont manquantes, d'autres sont si altérées qu'elles ne livrent qu'un fragment de vérité. Et parfois, elles mentent, pas par intention, mais parce que leurs messages sont ambigus, trompeurs, ouverts à des interprétations multiples. C'est dans cet entrelace de vérités incertaines que naît l'un des mystères les plus fascinants de la science, celui des signatures du temps, ces marques laissées dans les roches qui pourraient peut-être trahir l'existence d'une intelligence ancienne. Chaque couche de sédiments, chaque veine minérale, chaque inclusion fossile est une trace du passé. Pourtant, il est rare qu'elle raconte une histoire simple. Les géologues savent que le récit qu'ils reconstituent est toujours partiel. Des millions d'années peuvent disparaître d'un seul coup, emportés par l'érosion ou engloutis dans les profondeurs de la croûte terrestre. Des continents entiers ont été recyclés dans le manteau, effaçant toute mémoire de leur existence originelle. Ce que nous lisons aujourd'hui n'est qu'un échantillon fragile d'un récit immensément plus vaste. Dans cette imperfection se cache une possibilité vertigineuse. Si la Terre efface naturellement la plupart des traces de son passé, il n'est pas étonnant que nous n'ayons jamais trouvé de preuves irréfutables d'une civilisation pré-dinosaure. Peut-être que ces preuves ont simplement disparu, broyées et fondues par les cycles tectoniques, dissoutes dans l'eau ou transformées par la pression. Peut-être sont-elles là, sous nos pieds, mais si profondément enfouies que nous ne les atteindrons jamais. Ou peut-être les avons-nous déjà vues, sans les reconnaître pour ce qu'elles sont. Les géologues parlent parfois de marqueurs anormaux, des signatures qui ne s'intègrent pas parfaitement dans le contexte géologique attendu. Ce sont des couches de roches dont la composition chimique diffère de manière inhabituelle de celles qui les précèdent ou les suivent. Parfois, il s'agit d'éléments métalliques en concentration inattendue, parfois d'isotopes qui suggèrent des processus rapides ou artificiels.
Dans la plupart des cas, on invoque des causes naturelles. Une éruption volcanique massive, une chute de météorites, un changement océanique brutal. Mais ces explications ne sont pas toujours entièrement satisfaisantes. Certains de ces marqueurs pourraient ne pas très bien être des signatures laissées par une activité industrielle ancienne, si tant est qu'une telle activité ait existé. C'est le cœur de ce qu'on appelle l'hypothèse silurienne, proposée par des chercheurs qui se sont posé la question suivante: si une civilisation industrielle avait existé il y a des centaines de millions d'années, serions-nous capables de le savoir aujourd'hui? Leur réponse est déroutante. Probablement pas. Les seuls indices susceptibles de subsister seraient précisément ces anomalies géochimiques, des changements subtils dans la composition de l'atmosphère ou dans les dépôts d'eau sédimentaires. Le problème, c'est que la nature elle-même peut produire ces signatures. L'extraction naturelle de métaux, les réactions chimiques dans les océans, les cycles du carbone peuvent engendrer des effets similaires à ceux d'une activité industrielle. La frontière entre le naturel et l'artificiel devient floue, et lorsque l'on remonte aussi loin dans le temps, cette frontière est presque impossible à tracer avec certitude. Cela ne signifie pas que l'idée d'une civilisation ancienne soit fausse, mais plutôt que la Terre elle-même conspire à rendre toute preuve indécidable. Il existe cependant des exemples troublants. Certaines couches sédimentaires présentent des pics abrupts de carbone qui pourraient indiquer une libération massive de gaz à effet de serre, un phénomène que notre propre civilisation est en train de reproduire. D'autres contiennent des concentrations élevées de métaux rares, qui pourraient être les résidus d'une exploitation industrielle intensive. Dans certains cas, ces anomalies sont accompagnées d'extinctions massives, comme si la planète avait été brutalement perturbée. Rien ne prouve qu'il s'agisse d'un signe d'activité intelligente, mais rien ne permet non plus de l'exclure. Même les fossiles, ces témoins silencieux du passé biologique, ne disent pas toujours toute la vérité. Leur rareté est extrême. La majorité des organismes ne se fossilisent jamais. Et lorsque c'est le cas, la fossilisation dépend de conditions très spécifiques: sédimentation rapide, absence d'oxygène, stabilité géologique. Une civilisation ancienne pourrait avoir existé sans laisser derrière elle le moindre reste identifiable. Ses constructions auraient été érodées, ses outils dissous, ses corps réduits à l'état de poussière minérale. Tout ce que nous verrions, ce sont des anomalies inexplicables, des discontinuités dans le récit géologique. Il est même possible que certaines de ces anomalies soient déjà cataloguées dans nos archives scientifiques, mais que nous n'ayons jamais pensé à les interpréter sous cet angle. Notre compréhension du passé est limitée par les questions que nous posons. Si nous ne cherchons pas de traces d'intelligence ancienne, nous risquons de ne jamais les reconnaître, même si elles sont sous nos yeux. L'histoire des sciences regorge d'exemples de découvertes passées inaperçues, pendant des décennies, simplement parce que personne n'avait l'idée de les relier à un concept nouveau. La géologie, dans sa lenteur et sa complexité, nous enseigne aussi l'humilité. Elle nous rappelle que la Terre n'est pas un livre facile à lire. Elle se transforme sans cesse, effaçant ses propres écrits, recomposant son histoire en d'infinies variations. Ce que nous percevons comme une vérité solide n'est souvent qu'une interprétation fragile, sujette à révision. Cela ne signifie pas que tout est impossible, mais cela laisse un espace pour l'inconnu. Il existe une métaphore que les géologues affectionnent, celle de la bibliothèque brûlée. Imaginez une immense bibliothèque dont la plupart des livres ont été détruits par le feu. Quelques pages ont survécu, d'autres ont été partiellement brûlées, d'autres encore ont été mélangées entre elles. C'est avec ces fragments que nous tentons de reconstituer l'histoire de la Terre. Nous pouvons lire certaines phrases avec clarté. D'autres ne sont que devinettes. Et parfois, une page semble provenir d'un livre que nous ne connaissons pas, un livre dont nous ignorons même l'existence. C'est dans ces pages mystérieuses que pourrait se cacher l'histoire d'une intelligence ancienne. Pas dans les monuments, pas dans les machines, pas dans les fossiles, mais dans les anomalies qui persistent malgré tout. Ce sont elles, et ces signatures ambiguës, qui pourraient contenir les indices que nous cherchons. L'idée peut sembler frustrante, elle échappe à notre besoin de certitude, mais elle reflète une réalité fondamentale de la science. Notre connaissance est toujours incomplète, toujours provisoire, et c'est précisément cette incertitude qui rend la quête si captivante. Si tout était clair, il n'y aurait rien à chercher. Il faut aussi se souvenir que nous-mêmes, malgré notre technologie, ne laisserons peut-être que des traces équivoques. Dans 100 millions d'années, les vestiges de nos villes auront disparu. Nos satellites se seront désintégrés, nos bibliothèques seront réduites en poussière,
Peut-être qu'un futur chercheur d'une autre espèce ou d'un autre monde trouvera des anomalies dans une couche géologique et se demandera, comme nous le faisons aujourd'hui, s'agit-il d'un phénomène naturel ou du fantôme d'une civilisation disparue? Dans ce jeu d'ombres et de silence, la Terre nous défie d'aller au-delà de l'évidence. Elle nous invite à lire ses mensonges apparents, à déchiffrer ses ambiguïtés, à considérer que l'histoire pourrait être bien plus riche que ce que racontent nos manuels. Peut-être que les traces d'un monde oublié sont là, dissimulées dans les profondeurs du temps, attendant simplement que notre regard change. Dans la prochaine étape de cette exploration, nous suivrons ces traces hypothétiques pour remonter plus loin encore, vers l'idée même de civilisation fantôme, ces sociétés qui auraient pu exister bien avant nous, et dont l'absence de preuves pourrait n'être qu'une illusion soigneusement tissée par le temps lui-même. Il existe des idées que l'on écarte d'un revers de main, non pas parce qu'elles sont absurdes, mais parce qu'elles semblent trop vastes, trop déstabilisantes. Celle d'une civilisation ayant précédé les dinosaures en fait partie. Elle défie notre chronologie, notre sens du temps et même notre conception de l'intelligence. Pourtant, cette hypothèse n'est pas née dans les marges de l'imaginaire. Elle s'enracine dans une interrogation scientifique légitime. Que savons-nous réellement de l'histoire profonde de notre planète et que pourrions-nous avoir manqué? L'idée d'une civilisation fantôme, une société avancée ayant existé des millions, voire des centaines de millions d'années avant nous, n'est pas un fantasme récent. Elle est née au croisement de plusieurs constats scientifiques. D'abord, la Terre est ancienne, bien plus ancienne que l'humanité ou même que les dinosaures. Ensuite, la vie, depuis son apparition, a montré une remarquable capacité à évoluer vers des formes complexes. Enfin, notre planète est un système dynamique qui efface presque tout ce qui a été construit à sa surface. De là découle une question simple. Si quelque chose d'intelligent avait existé avant nous, serions-nous capables de le savoir? Cette question a longtemps été confinée aux marges de la science, considérée comme une spéculation sans fondement. Mais au cours des dernières décennies, elle a commencé à être abordée avec plus de sérieux. L'hypothèse silurienne, formulée par deux chercheurs, en est un exemple marquant. Elle ne prétend pas que des civilisations anciennes ont existé. Elle explore simplement la possibilité et cherche à déterminer quelles traces elles pourraient avoir laissées. Leur conclusion est étonnante. Les preuves directes seraient presque impossibles à trouver. En revanche, certaines signatures indirectes, chimiques, isotopiques, géologiques, pourraient constituer des indices. Cette approche change profondément la manière dont nous envisageons l'histoire de la Terre. Elle nous oblige à considérer que notre absence de preuve n'est pas nécessairement une preuve d'absence. Une civilisation pourrait avoir fleuri puis disparu sans laisser de ruines, sans monuments, sans fossiles reconnaissables. Elle pourrait même avoir atteint un haut degré de sophistication sans jamais passer par les mêmes étapes que nous. Peut-être n'a-t-elle pas bâti de villes, peut-être n'a-t-elle pas travaillé les métaux. Peut-être que son intelligence s'est exprimée d'une façon qui nous échappe complètement. C'est là l'un des aspects sociaux les plus fascinants de la théorie. Elle élargit notre définition de la civilisation. Nous avons tendance à associer ce mot à notre propre modèle, agriculture, urbanisation, écriture, technologie. Mais il est possible qu'une autre forme d'intelligence ait choisi un chemin radicalement différent. Elle aurait pu être biologique plutôt que technologique, basée sur la symbiose plutôt que sur la conquête, sur l'harmonie avec l'environnement plutôt que sur sa transformation. Une civilisation de ce type pourrait n'avoir laissé aucune trace visible, tout en ayant atteint un haut degré de conscience et de complexité. Il existe dans la nature des exemples qui suggèrent que des comportements collectifs sophistiqués peuvent émerger sans outils ni architecture. Les fourmis, par exemple, forment des sociétés hautement organisées, capables d'agriculture, d'élevage, de guerre, de communication complexes. Certaines espèces de bactéries coopèrent pour créer des structures temporaires adaptées à leur environnement. Des champignons développent des réseaux souterrains gigantesques capables de transporter des nutriments sur des kilomètres et de réagir à des stimuli de façon coordonnée. Ces systèmes ne sont pas des civilisations au sens humain, mais ils montrent que l'intelligence collective peut exister sous des formes que nous avons tendance à sous-estimer. Si une telle forme d'organisation avait évolué il y a des centaines de millions d'années, elle pourrait s'être développée bien au-delà de nos capacités de compréhension.
Peut-être a-t-elle manipulé son environnement à des échelles que nous ne reconnaissons pas comme artificielles. Peut-être a-t-elle même intégré son existence à celle de l'écosystème planétaire d'une manière qui la rend aujourd'hui indiscernable. Dans ce cas, nos recherches de traces matérielles passeraient complètement à côté de l'essentiel. Une autre dimension de cette hypothèse réside dans la possibilité que de telles civilisations aient été détruites par des catastrophes naturelles. L'histoire de la Terre est jalonnée d'événements cataclysmiques, impact d'astéroïdes, supervolcans, changements climatiques extrêmes, capables d'anéantir presque toute forme de vie complexe. Si une civilisation avait existé avant l'une de ces crises, elle aurait pu être totalement effacée, ne laissant derrière elle que des traces ambiguës, voire rien du tout. Ce scénario n'est pas seulement théorique, il nous concerne directement. Nous savons que notre propre civilisation serait extrêmement vulnérable à une extinction de masse. Si elle disparaissait, elle laisserait peu de traces discernables dans un avenir lointain. L'un des arguments souvent avancés contre l'idée de civilisation ancienne est le manque d'artefacts. Mais il faut rappeler que même les structures les plus imposantes construites par l'homme s'éroderont en quelques millions d'années. Le béton se dissoudra, le métal se corrodera, le verre se fragmentera, même nos œuvres spatiales finiront par retomber sur Terre ou se désintégrer dans l'espace. Ce qui restera, ce sont des changements dans la composition de l'atmosphère, des couches de sédiments modifiées, des concentrations anormales de certains éléments chimiques. Or, ces signatures, nous les trouvons déjà dans les archives géologiques. Ce qui rend l'hypothèse fascinante, c'est qu'elle ne repose pas sur la découverte d'une preuve spectaculaire. Elle invite plutôt à reconsidérer les preuves que nous avons déjà sous un angle différent. Peut-être que certaines anomalies, jusqu'ici attribuées à des processus naturels, ont en réalité une origine artificielle. Peut-être que des transitions brusques dans la chimie de l'atmosphère ou des changements rapides dans les cycles biologiques sont les vestiges d'une activité consciente. Même si cette hypothèse reste spéculative, elle a une valeur scientifique importante. Elle nous pousse à affiner nos méthodes de détection, à poser de nouvelles questions, à élargir notre champ de vision. Elle nous rappelle que notre compréhension du passé est limitée non seulement par ce que nous savons, mais aussi par ce que nous sommes capables d'imaginer. Et dans ce domaine, l'imagination n'est pas une faiblesse, elle est une extension de la curiosité scientifique. Il est également possible que des civilisations fantômes aient existé non pas sur Terre, mais sous ces océans ou profondément enfouis sous la croûte. Certaines formes de vie extrémophiles prospèrent dans des conditions que l'on croyait autrefois incompatibles avec la complexité biologique. Si une intelligence avait évolué dans de tels environnements, ces traces seraient encore plus difficiles à détecter. Une civilisation abyssale pourrait avoir prospéré des millions d'années avant l'ère des dinosaures sans jamais interagir avec la surface terrestre. Cette idée ouvre la porte à des réflexions encore plus audacieuses. Peut-être que des civilisations anciennes ne se sont jamais éteintes, mais qu'elles ont simplement changé de forme, se fondant dans les cycles biologiques ou géologiques. Peut-être qu'elles sont toujours là, sous une forme que nous ne reconnaissons pas. Dans cette perspective, la Terre ne serait pas seulement le berceau d'une seule intelligence, mais un écosystème complexe où différentes formes de conscience se sont succédées, parfois se chevauchant, parfois disparaissant sans laisser de traces. Imaginer de telles civilisations fantômes n'est pas céder à la fiction. C'est accepter que notre planète est bien plus ancienne, plus complexe, plus imprévisible que ce que notre courte histoire nous laisse croire. C'est reconnaître que l'intelligence n'est peut-être pas un accident unique, mais une réponse récurrente aux défis de l'évolution. Et si tel était le cas, alors il est non seulement possible, mais probable, que d'autres formes d'intelligence aient existé avant nous. Dans la prochaine étape de cette exploration, nous tenterons d'approcher l'un des indices les plus intrigants liés à cette hypothèse, celui de l'empreinte silurienne, cette idée qu'un signal invisible, enfoui dans les couches géologiques, pourrait révéler la présence d'une civilisation oubliée. Là, dans le langage silencieux de la Terre, se cache peut-être la clé d'un passé que nous n'avons pas encore appris à lire. Parmi toutes les idées étranges qui émergent lorsque l'on tente de sonder les profondeurs du temps, celle de l'indice silurien occupe une place singulière. Elle n'est ni une théorie ésotérique, ni une spéculation de science-fiction. Elle est née d'un exercice intellectuel rigoureux, proposé par deux chercheurs qui se sont posé une question audacieuse. Si une civilisation industrielle avait existé sur Terre des centaines de millions d'années avant nous, en trouverions-nous les traces ? Leur réponse, contre-intuitive, a surpris même les spécialistes. Presque certainement non.
Et c'est justement ce constat qui donne tout son poids à cette hypothèse fascinante. Le terme indice silurien est emprunté à une œuvre de fiction. Dans un épisode d'une série télévisée britannique, des créatures intelligentes reptiliennes, nommées siluriens, avaient bâti une civilisation avancée bien avant l'apparition de l'humanité. L'idée n'était alors qu'un récit imaginaire, mais elle a fini par inspirer un véritable questionnement scientifique. Car au fond, pourquoi pas? Si la vie complexe existe depuis plus d'un demi-milliard d'années, pourquoi supposer que l'intelligence ne s'est manifestée qu'une seule fois? Le cœur de cette hypothèse repose sur une observation troublante. Le temps efface presque tout. Même les traces les plus marquantes de notre propre civilisation disparaîtraient en quelques millions d'années. Les villes se désintégreraient, les routes s'effaceraient, les structures métalliques se corroderaient et même les monuments les plus résistants seraient réduits à l'état de poussière. À l'échelle de centaines de millions d'années, tout cela ne serait qu'un souffle. Seules des traces indirectes, profondément inscrites dans les couches géologiques, auraient une chance de subsister. Les chercheurs qui ont formulé cette hypothèse ont donc proposé de chercher ces indices subtils, non pas sous la forme d'artefacts, mais de signatures globales laissées dans l'environnement. Ils ont identifié plusieurs types de marqueurs potentiels qui pourraient trahir l'existence d'une civilisation industrielle ancienne. L'un d'eux concerne les changements chimiques rapides et massifs dans l'atmosphère. Nous savons que notre propre activité industrielle a profondément modifié la composition de l'air, augmentant les concentrations de certains gaz et introduisant des composés qui n'existaient pas naturellement. Une civilisation ancienne aurait pu laisser une empreinte similaire, détectable dans les strates rocheuses. Un autre marqueur concerne l'empreinte isotopique. Notre utilisation des combustibles fossiles, par exemple, modifie la répartition des isotopes du carbone dans l'environnement. Ces changements, appelés excursions isotopiques, sont enregistrés dans les sédiments et peuvent subsister pendant des centaines de millions d'années. Si un phénomène similaire s'était produit à une époque ancienne, il pourrait indiquer l'existence d'une exploitation massive de ressources carbonées, une activité que l'on pourrait difficilement attribuer à des processus purement naturels. Il existe également des signatures minérales. L'extraction, la fusion et l'utilisation de métaux laissent des concentrations anormales de certains éléments dans les sols et les sédiments. Si une civilisation industrielle avait exploité des métaux à grande échelle il y a 300 ou 400 millions d'années, il se pourrait que de telles anomalies subsistent encore aujourd'hui, enfouies profondément sous les couches géologiques plus récentes. Ces traces seraient difficiles à distinguer de celles laissées par des processus volcaniques ou hydrothermaux, mais pas impossibles à identifier si nous savions précisément ce que nous cherchons. Un autre indice pourrait venir de la synthèse de matériaux artificiels. L'humanité a créé des substances qui n'existent pas naturellement. Plastique, alliage, composés chimiques complexes. Certains de ces matériaux pourraient, en théorie, persister très longtemps sous forme de résidus, piégés dans des strates codémélines sédimentaires. Si nous découvrions des polymères anciens, impossibles à expliquer par des mécanismes naturels, cela pourrait constituer une preuve directe d'une activité technologique préhistorique. Pourtant, même avec ces critères, la recherche de l'indice silurien est un défi colossal. D'abord parce que la plupart des archives géologiques anciennes ont été détruites ou profondément altérées. Les plaques tectoniques recyclent sans cesse la croûte terrestre. Ce qui était un fond océanique il y a 300 millions d'années a probablement disparu dans le manteau depuis longtemps. Ensuite, parce que les phénomènes naturels peuvent produire des signatures étonnamment similaires à celles d'une activité industrielle. Des épisodes volcaniques massifs, des impacts d'astéroïdes, des changements climatiques rapides peuvent tous modifier la chimie de l'atmosphère et des sédiments. Distinguer l'artificiel du naturel relève alors d'une enquête minutieuse, souvent inconclusive. Ce qui rend l'indice silurien si fascinant, c'est qu'il ne se limite pas à la question de civilisation disparue. Il offre aussi une perspective nouvelle sur notre propre impact. En cherchant ce que pourrait laisser une civilisation ancienne, les chercheurs ont mieux compris ce que nous-mêmes laisserons derrière nous. Et ce qu'ils ont découvert est saisissant. Nos traces les plus durables ne seront ni nos monuments ni nos inventions, mais les altérations que nous imposons au cycle biogéochimique de la planète. Les signatures isotopiques, les dépôts de plastique, les changements dans la composition des sédiments seront nos véritables fossiles. Ce constat apporte une dimension philosophique inattendue à l'hypothèse. Il nous place face à une évidence.
L'histoire d'une planète ne se lie pas dans ses deux structures, mais dans ses transformations. Si une civilisation ancienne a existé, elle a peut-être laissé sa marque non pas dans des objets, mais dans des équilibres altérés, des déséquilibres chimiques, des transitions écologiques, des anomalies minérales. Nous devons apprendre à lire ces indices comme des messages laissés dans la pierre. Certains chercheurs vont même plus loin et suggèrent que l'indice silurien pourrait être utilisé comme outil pour détecter des civilisations extraterrestres. Si nous sommes capables d'identifier dans les couches terrestres des signatures pouvant trahir une activité industrielle ancienne, nous pourrions appliquer la même logique à l'étude d'autres planètes. Une atmosphère modifiée de façon non naturelle, des concentrations inhabituelles d'éléments ou des structures chimiques improbables pourraient indiquer l'existence d'une civilisation, même si aucune trace visible n'est présente à la surface. Mais l'idée la plus troublante reste celle-ci. Et si nous avions déjà découvert l'indice silurien sans le reconnaître? Certaines anomalies dans les archives géologiques restent inexpliquées, certaines excursions isotopiques n'ont pas d'origine claire, certains dépôts métalliques sont difficiles à relier à des processus connus. Peut-être avons-nous sous les yeux les restes silencieux d'une civilisation oubliée et nous les interprétons simplement comme des phénomènes naturels, faute d'un autre cadre conceptuel. Ce scénario, bien que hypothétique, nous force à repenser notre rapport au passé. Il nous rappelle que la science ne progresse pas seulement en accumulant des données, mais aussi en posant de nouvelles questions. Tant que nous ne nous demandons pas si une civilisation ancienne a pu exister, nous ne verrons jamais les indices potentiels qui pourraient le suggérer. La curiosité est ici notre outil le plus précieux, plus encore que les instruments les plus sophistiqués. L'indice silurien ne prétend pas fournir une réponse définitive. Il n'affirme pas que des civilisations ont existé avant nous, ni qu'elles n'ont jamais vu le jour. Il nous invite simplement à regarder la Terre autrement, non comme une surface immobile, mais comme un palimpseste, un manuscrit réécrit des milliards de fois, où des traces anciennes peuvent subsister sous les couches les plus récentes. Et dans ce palimpseste, il est possible que des mots oubliés attendent encore d'être lus. Si tel est le cas, alors l'histoire de la Terre n'est pas celle d'un unique moment d'intelligence, mais celle d'une continuité ponctuée d'émergence et d'effacement. Nous ne serions pas les premiers à interroger les étoiles, à manipuler la matière, à transformer notre monde. Nous serions simplement les derniers, en date d'une lignée de consciences qui, chacune à leur manière, ont laissé leur empreinte dans la pierre. Dans la suite de notre voyage, nous explorerons une question étroitement liée, celle des empreintes laissées par les sociétés, qu'elles soient humaines ou hypothétiques. Car au-delà des anomalies chimiques ou isotopiques, il existe une autre forme de trace, plus subtile et plus difficile à effacer, celle des empreintes invisibles que toute société laisse derrière elle, même lorsqu'elle disparaît sans laisser de vestiges visibles. C'est dans cette discrète mémoire du monde que pourraient bien se cacher les indices les plus révélateurs. Lorsque nous pensons à l'héritage d'une civilisation, notre esprit se tourne instinctivement vers ce qui se voit. Nous imaginons des monuments de pierre dressés vers le ciel, des routes qui sillonnent des continents, des œuvres d'art enfouies dans les sables du temps. Mais ces images sont trompeuses. Elles ne représentent qu'une infime partie de ce qu'une société laisse derrière elle. En réalité, l'essentiel de son empreinte est invisible, disséminé dans des couches de matière, dans des transformations chimiques, dans des altérations lentes et profondes de l'environnement. C'est là, dans cette mémoire silencieuse, que l'histoire la plus durable se grave. Si notre civilisation venait à disparaître aujourd'hui, que resterait-il d'elle dans 100 millions d'années? Aucun gratte-ciel, aucun pont, aucune bibliothèque ne survivrait à l'assaut du temps. Même les plus grands monuments s'effriteraient jusqu'à devenir méconnaissables. Les océans s'élèveraient et recouvriraient pour les villes côtières. Les forêts engloutiraient les cités désertées. L'érosion, les glaciations, les mouvements tectoniques finiraient là par réduire notre présence à presque rien. Pourtant, notre empreinte serait partout, inscrite dans les détails les plus discrets de la planète. La première de ces empreintes invisibles se trouve dans la chimie de l'atmosphère. Depuis 2 siècles à peine, nous avons modifié sa composition d'une manière qui n'a pas d'équivalent depuis des dizaines de millions d'années. La concentration en dioxyde de carbone a grimpé bien au-delà de son niveau naturel et cette altération restera détectable pendant des millions d'années. Même si l'air redevient plus stable après notre disparition, la transition elle-même laissera un signal dans les glaces futures, dans les sédiments, dans la mémoire minérale de la Terre.
Une civilisation disparue depuis des éons pourrait être identifiée par un pic brutal dans la composition atmosphérique, un sursaut s'élançant que seule une activité technologique semble capable d'expliquer. Une autre empreinte se trouve dans les sols et les roches. Notre agriculture intensive a modifié les cycles naturels de l'azote et du phosphore, créant des déséquilibres qui s'enregistreront dans les sédiments pour des durées inimaginables. Nos industries ont dispersé des métaux lourds dans l'environnement à des concentrations bien supérieures à celles produites par des processus naturels. Nos activités minières ont déplacé des milliards de tonnes de roches et de minéraux, remodelant littéralement les couches supérieures de la croûte terrestre. Même après l'effacement de toute trace de nos infrastructures, ces altérations subsisteront. Elles sont devenues une partie intégrante de la géologie elle-même. Il y a aussi ce que certains scientifiques appellent l'horizon plastique. Depuis quelques décennies seulement, nous avons produit des milliards de tonnes de polymères synthétiques, des matériaux qui n'existent pas dans la nature. Certains se décomposeront, d'autres seront dégradés par les bactéries ou l'exposition solaire, mais beaucoup persisteront sous forme de microfragments, intégrés aux sédiments marins ou piégés dans des couches rocheuses. Dans des millions d'années, ces minuscules particules pourraient en former une couche distinctive, un marqueur géologique unique indiquant le passage d'une civilisation technologique. Il ne s'agit pas seulement de ce que nous produisons, mais aussi de ce que nous détruisons. Notre transformation des écosystèmes laisse une empreinte biologique profonde. L'extinction rapide de milliers d'espèces, la prolifération artificielle d'autres, les migrations forcées et les modifications génétiques massives modifient la trajectoire de l'évolution elle-même. Ces changements se reflèteront dans les archives fossiles futures. Un paléontologue d'un avenir lointain pourrait identifier une période marquée par une rupture brutale dans la diversité biologique, une disparition soudaine d'espèces anciennes et l'apparition rapide d'espèces nouvelles, un phénomène que seule l'activité consciente semble pouvoir expliquer. Même l'urbanisation, que l'on pourrait croire éphémère, laisse des traces invisibles. La concentration de matériaux dans certaines zones, les modifications des reliefs, les altérations des nappes phréatiques, la création d'îlots de chaleur urbains modifient la structure physique de la croûte superficielle. Ces modifications peuvent persister bien au-delà de la disparition des structures elles-mêmes. Sous des couches de sédiments accumulés pendant des millions d'années, les géologues futurs pourraient encore distinguer d'anciennes zones de densité minérale anormale, des traces d'anciennes mégapoles enfouies sous des kilomètres de roches. Ces exemples montrent que l'empreinte d'une société n'est pas faite d'objets, mais de conséquences. Une civilisation laisse derrière elle un ensemble de perturbations dans les équilibres naturels. Ces perturbations deviennent des signatures, des cicatrices que même l'érosion et le temps ne peuvent effacer complètement. Si nous sommes capables d'identifier les nôtres, alors il devient raisonnable d'imaginer que d'autres civilisations, bien plus anciennes, aient laissé des marques similaires. Mais il y a une autre dimension, plus insaisissable encore, celle des empreintes informationnelles. Nous pensons souvent que l'information disparaît rapidement, et c'est vrai pour les supports matériels qui se dégradent. Mais certaines formes d'information peuvent persister de manière indirecte, intégrées dans la biologie ou dans la chimie. Par exemple, les organismes génétiquement modifiés que nous créons aujourd'hui porteront des signatures distinctes dans leur ADN. Même si ces espèces évoluent ou se croisent avec des formes naturelles, leur lignée pourrait subsister pendant des millions d'années, laissant un enregistrement génétique de notre intervention. Il n'est pas impossible qu'un phénomène analogue se soit produit dans un passé lointain. Si une civilisation ancienne avait manipulé la vie, volontairement ou accidentellement, certaines de ces modifications pourraient encore être détectables dans l'ADN d'espèces actuelles. Peut-être que certains gènes mystérieux, sans fonction évidente, sont les vestiges d'expériences réalisées dans un monde oublié. Peut-être que certaines lignées biologiques portent encore en elles l'empreinte d'un acte de création réalisé par une intelligence disparue depuis des centaines de millions d'années. Cette idée peut sembler vertigineuse, mais la gêne presque impossible à prouver. Mais elle rappelle que l'empreinte d'une société n'est pas toujours matérielle. Elle peut être inscrite dans les trajectoires évolutives, dans les équilibres chimiques, dans la structure même de la biosphère. Une civilisation peut disparaître sans laisser de ruines, et pourtant continuer à façonner le monde longtemps après son extinction. Il est également possible que certaines empreintes soient intentionnellement dissimulées. Une civilisation consciente de l'éphémérité de ses créations pourrait chercher à laisser un message durable,
gravées non pas dans la pierre ou le métal, mais dans la nature elle-même. Elle pourrait modifier des cycles géochimiques de manière précise, coder une information dans la répartition isotopique de certains éléments ou inscrire un motif dans la structure de l'ADN. Ces messages ne seraient même pas immédiatement reconnaissables comme artificiels. Ils exigeraient un peu une lecture attentive, une compréhension approfondie des lois naturelles pour être décodés. Notre propre civilisation commence tout juste à envisager ce genre de legs. Certains chercheurs ont proposé d'inscrire des messages dans le génome de bactéries capables de survivre des millions d'années. D'autres imaginent manipuler la composition isotopique de certaines roches pour créer un signal un signal artificiel détectable par des civilisations futures. Si nous y pensons aujourd'hui, pourquoi d'autres ne l'auraient-ils pas fait il y a des centaines de millions d'années ? Toutes ces réflexions conduisent à une conclusion troublante. Il était possible que des empreintes existent déjà, dissimulées dans les archives de la Terre, mais que nous ne sachions pas encore les reconnaître. Nous cherchons souvent des vestiges visibles, des ruines spectaculaires. Mais l'essence d'une civilisation avancée ne se mesure pas à ses monuments, elle se mesure à l'étendue et à la profondeur de ses transformations. Elle se lie dans les changements qu'elle imprime à la planète, dans les déséquilibres qu'elle laisse derrière elle, dans les trajectoires qu'elle modifie. Ainsi, lorsque nous regardons les strates de roches, les fossiles, la composition chimique des sédiments, il faut peut-être poser une autre question. Ne sont-ils pas simplement le résultat de processus naturels, mais le témoignage d'une intention ancienne ? Ce que nous prenons pour une simple anomalie géologique pourrait être un message. Ce que nous considérons comme un événement naturel pourrait être une conséquence d'intelligence. Dans la prochaine étape de ce voyage, nous explorerons les rares cas où la frontière entre naturel et artificiel semble s'effacer. Des objets impossibles, des structures inexplicables, des traces qui défient les chronologies établies. Peut-être que parmi ces mystères, certains sont les vestiges d'empreintes laissées par une société dont nous avons oublié jusqu'au nom. Il existe dans les marges poussiéreuses de la science des histoires qui ne cessent de troubler. Des objets découverts là où ils ne devraient peut-être pas être. Des structures de trop anciennes pour appartenir à l'histoire humaine. Des artefacts qui semblent avoir traversé les âges, défiant toutes les chronologies établies. On les appelle parfois fossiles technologiques ou objets anachroniques. Ils sont rares, souvent controversés, mais chacun d'eux soulève la même question obsédante. Et si une civilisation avait laissé derrière elle des traces matérielles bien avant l'avènement de l'humanité ? Le terme fossile technologique n'est pas reconnu officiellement par la science, car la plupart de ces découvertes n'ont jamais été confirmées. Pourtant, leur simple existence dans les archives historiques et archéologiques suffit à éveiller la curiosité. Ce sont des objets trouvés dans des couches géologiques bien plus anciennes que toute civilisation connue ou présentant des caractéristiques techniques inexplicables pour leur époque supposée. Certains sont rapidement écartés comme des canulars, d'autres restent classés comme inexplicables, malgré des décennies d'études. L'un des exemples les plus célèbres est celui du vase de Dorchester, un récipient métallique finement travaillé, découvert en 1851 dans une roche supposée vieille de plusieurs centaines de millions d'années. Les géologues ont proposé diverses explications, de la contamination moderne à une erreur de datation, mais aucune certitude n'a jamais été établie. Si l'objet était bien aussi ancien que la couche dans laquelle il a été trouvé, il remettrait en question toute notre compréhension de l'histoire humaine. Il existe aussi le mystère des clous fossiles, des fragments métalliques ou des objets forgés découverts à l'intérieur de roches sédimentaires datant de millions d'années. Certains sont des canulars documentés, d'autres sont mal identifiés, mais quelques cas résistent à l'explication facile. Comment des objets métalliques façonnés ont-ils pu se retrouver dans des strates géologiques datant d'avant l'apparition de l'homme ? Même si la majorité de ces découvertes sont probablement des erreurs d'interprétation, leur accumulation au fil du temps alimente un doute persistant. Un autre exemple fascinant est celui du mécanisme denticitaire, un dispositif complexe retrouvé dans une épave grecque vieille de plus de 2000 ans. Bien qu'il ne soit pas antédiluvien, il témoigne de l'existence d'un savoir technologique que l'on croyait inexistant à cette époque. Il nous rappelle à quel point notre perception de l'histoire technologique est fragile. Si un artefact aussi avancé a pu exister dans l'Antiquité sans que nous en ayons gardé trace ailleurs, que dire de la possibilité d'objets encore plus anciens dont l'origine s'est perdue dans les profondeurs du temps ? Plus intrigants encore sont les sphères de Klerksdorp,
de petites boules métalliques parfaitement sphériques découvertes en Afrique du Sud dans des couches géologiques vieilles de près de 3 milliards d'années. Les scientifiques pensent qu'elles sont d'origine naturelle, résultat de processus géologiques complexes. Pourtant, leur forme quasi parfaite, leur symétrie et leur composition inhabituelle ont conduit certains chercheurs indépendants à se demander si elles pourraient en être les restes d'un processus manufacturé très ancien. Bien sûr, la science officielle reste prudente. La plupart de ces artefacts ont des explications naturelles plausibles ou résultent d'erreurs de contexte. Mais cette prudence ne doit pas masquer une réalité fascinante. Nous ne savons presque rien des conditions précises qui régnaient sur Terre il y a des centaines de millions d'années. Il n'est donc pas impossible que certaines anomalies matérielles soient effectivement les restes d'activités anciennes que nous ne comprenons pas encore. L'idée même d'artefacts antédiluviens soulève une difficulté fondamentale, la rareté extrême de leur préservation. Les matériaux manufacturés sont fragiles face aux forces du temps. Le métal se corrode, la pierre se désagrège, les alliages et se fragmentent. Dans un laps de temps géologique, même les constructions les plus robustes sont réduites à l'état de poussière. Et si l'on considère des périodes de centaines de millions d'années, les chances qu'un objet manufacturé survive intact sont presque nulles. Ce qui pourrait subsister, ce sont des fragments méconnaissables, des minéraux transformés, des formes altérées, au point d'être méprises pour des curiosités naturelles. Certains scientifiques avancent une idée fascinante. Si des artefacts préhistoriques existent, ils pourraient ne pas ressembler du tout à ce que nous attendons. Un objet métallique exposé à des millions d'années de pression et de chaleur pourrait se transformer en un minéral étrange. Un artefact en céramique pourrait se fossiliser partiellement, se confondant avec son environnement. Dans ce cas, il se pourrait que nous en ayons déjà trouvé sans les reconnaître. Ce que nous classons aujourd'hui comme curiosité géologique, pourrait être dans certains cas les vestiges altérés d'un passé oublié. Il faut également tenir compte d'un autre facteur, la tectonique. La croûte terrestre est constamment recyclée. Des couches entières en sont englouties dans le manteau puis remontent à la surface sous forme de magma. Ce processus signifie qu'une grande partie de l'histoire de la Terre a littéralement disparu. Si des civilisations ont existé il y a plus de 500 millions d'années, il était probable que leurs artefacts aient été détruits ou profondément enfouis, bien au-delà de notre portée actuelle. Les rares traces qui auraient échappé à ce destin seraient donc exceptionnelles, et peut-être presque impossibles à identifier comme artificielles. Cependant, l'absence de preuves matérielles ne doit pas être confondue avec une preuve d'absence. L'histoire de l'archéologie est pleine de découvertes qui ont bouleversé des certitudes. Des civilisations entières ont été redécouvertes après avoir été considérées comme mythiques. Des technologies oubliées ont été retrouvées là où on ne les attendait pas. L'idée que d'autres artefacts restent encore enfouis sous nos pieds, attendant d'être découverts, est loin d'être absurde. De plus, certaines découvertes récentes démontrent que l'on peut lire des indices technologiques dans des éléments que l'on pensait purement naturels. Les dépôts métallifères, par exemple, peuvent porter la marque d'une extraction ancienne. La distribution de certains isotopes peut révéler des processus de fusion ou de raffinage. Des structures souterraines apparemment naturelles peuvent s'avérer être les restes d'anciennes excavations. Tout dépend de l'angle sous lequel on les observe. Ces réflexions nous amènent à un point essentiel. Pour identifier d'éventuels artefacts anachroniques, il faut changer notre manière de chercher. Il ne s'agit pas simplement de fouiller les sols à la recherche d'objets manufacturés, mais de scruter attentivement les anomalies, les exceptions, les structures qui ne s'intègrent pas parfaitement dans les schémas géologiques connus. Il faut adopter un regard neuf, libéré des préjugés chronologiques, prêt à envisager l'impensable. Si une civilisation avancée avait existé il y a plusieurs centaines de millions d'années, ses traces matérielles ne ressembleraient probablement pas à des temples ou à des machines. Elles se présenteraient sous forme de curiosités géologiques, de minéraux étranges, d'objets méconnaissables. Et si nous ne les reconnaissons pas, c'est peut-être simplement parce que nous ne savons pas les lire. En fin de compte, l'étude des fossiles technologiques n'est pas une recherche d'objets extraordinaires, mais une exploration de nos propres limites. Elle nous confronte à notre ignorance du passé profond et à notre tendance à sous-estimer ce que le temps peut faire disparaître.
Elle nous rappelle que l'histoire que nous racontons n'est peut-être qu'un fragment d'une trame bien plus vaste, dont les chapitres les plus anciens sont encore enfouis sous nos pieds. Dans la prochaine étape de ce voyage, nous quitterons le domaine des artefacts pour plonger dans une archive plus vaste encore, celle des roches elles-mêmes. Car la Terre n'est pas seulement un cimetière de fossiles ou de vestiges, elle est aussi un livre dont chaque page raconte un épisode oublié. C'est dans cette mémoire minérale que pourraient encore se cacher les indices ultimes d'un passé que nous n'avons pas encore appris à déchiffrer. Si l'on veut comprendre l'histoire la plus ancienne de notre monde, il ne suffit pas de fouiller le sol ou d'examiner des artefacts perdus. Il faut apprendre à lire la mémoire silencieuse de la Terre elle-même, car la planète est un immense livre de pierre, écrit lentement au fil des âges, page après page, couche après couche. Chaque strate raconte une histoire, chaque minéral conserve un souvenir. Mais ce livre n'est pas simple à lire. Il est lacunaire, réécrit, effacé par endroits. Certaines pages sont manquantes, d'autres ont été brouillées par le passage du temps. Pourtant, c'est là, dans ces archives de roches, que se trouvent peut-être les seules preuves tangibles d'un passé que nous ne soupçonnons même pas. La géologie est une science de la patience. Elle nous apprend que la Terre se souvient, mais qu'elle le fait à sa manière, lente et sélective. Les couches de sédiments, les plis des montagnes, les minéraux piégés dans les profondeurs sont autant de fragments d'une mémoire immense. Cette mémoire s'étend sur des centaines de millions d'années, bien au-delà de la courte histoire de notre espèce. Elle essaie le témoin de l'apparition de la vie, des dérives des continents, des extinctions massives, des bouleversements climatiques et peut-être de passages d'intelligence oubliés. L'une des caractéristiques les plus fascinantes des roches sédimentaires est leur capacité à enregistrer le temps. Chaque couche est le résultat d'un processus lent d'accumulation. Des particules transportées par l'eau ou le vent se déposent et s'agglutinent, formant un enregistrement continu des conditions environnementales. La composition chimique de ces couches, la taille des grains, la présence de fossiles ou d'éléments organiques révèlent les climats anciens, les événements catastrophiques, les variations de la vie. Dans certains cas, elles témoignent même de phénomènes que nous ne comprenons pas encore. Parmi les indices les plus intrigants que la Terre conserve figurent les excursions isotopiques. Il s'agit de variations soudaines dans les proportions des isotopes d'éléments comme le carbone ou l'oxygène. Ces changements reflètent souvent des perturbations majeures. Volcans géants, impacts d'astéroïdes, changements climatiques rapides. Mais certains de ces événements ne s'expliquent pas facilement. Leur amplitude et leur rapidité dépassent ce que les processus naturels semblent pouvoir produire. Et il est tentant d'y voir des traces d'une activité non naturelle, même si cette interprétation reste purement hypothétique. Les roches peuvent aussi révéler des épisodes d'altération chimique globale, des concentrations élevées de certains métaux, des changements dans la minéralogie, des dépôts inhabituels de composés rares peuvent indiquer des événements d'ampleur planétaire. Par exemple, certaines couches contiennent des pics de métaux comme le nickel ou le platine, associés à des processus industriels dans notre société moderne. Si des phénomènes similaires apparaissent dans des couches vieilles de centaines de millions d'années, faut-il y voir un simple hasard géologique ou le vestige d'une activité consciente? La question reste ouverte, mais les roches ne conservent pas seulement la chimie du passé, elles gardent aussi la mémoire des transformations biologiques. Les fossiles, bien sûr, en sont l'expression la plus spectaculaire. Pourtant, ils ne représentent qu'une infime partie de ce que la vie a laissé derrière elle. Des molécules organiques fossilisées, des traces d'ADN anciens, des microstructures biologiques préservées dans des minéraux racontent une histoire plus subtile. Ces signatures biologiques permettent de reconstruire l'évolution des écosystèmes, les interactions entre espèces, les extinctions silencieuses. Elle pourrait aussi, en théorie, révéler des interventions artificielles dans le cours naturel de la vie. Un autre type de mémoire géologique, moins connu, réside dans les couches limites. Ces fines strates correspondent souvent à des moments charnières de l'histoire de la Terre, extinction massive, explosion de biodiversité, changement climatique soudain. Et elles sont parfois marquées par des signatures chimiques ou minéralogiques singulières, comme la célèbre couche riche en iridium qui témoigne de l'impact d'un astéroïde ayant provoqué la disparition des dinosaures. Mais que penser de couches limites plus anciennes, dont la composition ne correspond à aucun événement naturel connu? Certaines présentent des anomalies inexplicables, comme des taux inhabituels de certains isotopes
ou des assemblages minéraux que l'on ne s'attendrait pas à trouver dans un contexte géologique donné. Il est possible que ces anomalies soient soit le fruit de phénomènes que nous comprenons mal, mais il est aussi possible qu'elles témoignent d'événements dont la nature nous échappe encore totalement. Peut-être sont-elles les traces de processus artificiels anciens intégrés dans le registre géologique comme des cicatrices enfouies dans la mémoire d'un corps. L'étude des archives géologiques ne se limite pas à la surface. Les forages profonds permettent d'explorer les strates les plus anciennes, celles qui remontent à des époques où les continents étaient bien disposés différemment, où les océans avaient d'autres formes, où la vie elle-même obéissait à des lois que nous ne comprenons plus tout à fait. Dans ces profondeurs, certaines découvertes déroutent les chercheurs. Des couches très anciennes contenant des signatures chimiques complexes, des structures minérales difficilement explicables, voire des formations qui semblent avoir été modifiées après leur dépôt. Ces anomalies sont souvent ignorées ou classées comme énigmes géologiques, pourraient un jour s'avérer cruciales pour comprendre l'histoire cachée de notre planète. Il est intéressant de constater que les roches profondes peuvent aussi enregistrer des phénomènes technologiques contemporains, ce qui nous donne un aperçu de ce que pourrait signifier une signature artificielle à l'échelle géologique. Les retombées de nos activités industrielles sont déjà visibles dans les sédiments récents. Dépôts de métaux lourds, microplastiques, isotopes artificiels issus de la fission nucléaire. Si nous pouvions observer la Terre dans 100 millions d'années, nous verrions probablement une couche distincte, témoignant clairement de notre passage. Cela suggère qu'il n'est donc pas impossible que d'autres couches anciennes témoignent elles aussi de passages technologiques oubliés. Cependant, l'un des plus grands défis de l'interprétation géologique est notre tendance à chercher ce que nous connaissons déjà. Nous interprétons les données selon les cadres conceptuels dont nous disposons. Si nous ne nous attendons pas à trouver des signes d'intelligence ancienne, nous risquons de ne pas les reconnaître, même s'ils sont sous nos yeux. Cette idée est profondément dérangeante. Elle suggère que nous pourrions marcher quotidiennement sur des preuves sans jamais les percevoir comme telles. Les roches sont patientes, mais elles sont aussi impitoyables. Elles ne mentent pas, mais elles ne parlent pas non plus clairement. Elles conservent les traces de tout ce qui s'est passé, mais elles les enfouissent sous des couches de transformation ultérieures. Elles sont comme un manuscrit ancien recouvert de réécritures successives. Chaque mot nouveau efface partiellement les précédents, sans jamais les faire totalement disparaître. Lire ce manuscrit exige une attention minutieuse, une capacité à déchiffrer l'effacé, à deviner ce qui a été écrit puis recouvert. Certains chercheurs proposent de nouvelles approches pour interroger cette mémoire. Plutôt que de chercher des artefacts ou des fossiles, ils étudient les motifs à grande échelle. Variation globale de la composition chimique, changement soudain dans les cycles biogéochimiques, distribution inhabituelle d'éléments rares. Ces motifs pourraient être les véritables signatures d'une activité intelligente ancienne, des empreintes trop vastes pour être effacées, trop subtiles pour être immédiatement reconnues. Mais il faut aller plus loin encore. Peut-être devons-nous apprendre à lire la mémoire de la Terre comme un texte codé, où les anomalies sont des lettres et les couches sédimentaires des phrases. Peut-être devons-nous accepter que certaines pages resteront toujours illisibles, mais que d'autres contiennent des indices capables de transformer notre vision de l'histoire. Dans cette perspective, la Terre cesse d'être un simple décor de l'évolution biologique. Elle devient un témoin silencieux, un archiviste qui a tout enregistré, même ce que nous avons oublié de chercher. Et si nous apprenons à lire ces archives correctement, nous pourrions découvrir que notre monde a été façonné par bien plus d'événements que ceux consignés dans nos manuels. Dans la prochaine étape de ce voyage, nous irons au-delà des roches elles-mêmes pour nous interroger sur les dynamiques de la vie. Car la mémoire de la Terre ne se limite pas à ce qu'elle enregistre dans la pierre, elle s'exprime aussi dans l'évolution des formes vivantes. Et certaines de ces formes, étrangement intelligentes, pourraient bien être les héritières d'un passé dont nous ignorons tout. Depuis les profondeurs obscures des océans préhistoriques, bien avant que les dinosaures n'apparaissent, une lignée discrète a suivi un chemin évolutif singulier. Elle n'a jamais bâti de villes ni forgé de métaux. Elle n'a jamais dressé de monuments ni inventé l'écriture. Pourtant, elle a développé une forme d'intelligence que certains chercheurs considèrent comme l'une des plus complexes jamais apparues. Sur Terre, celle des céphalopodes.
Si nous voulons comprendre comment l'intelligence peut émerger de façon indépendante, il nous faut explorer l'histoire de ces créatures fascinantes, car elles pourraient représenter un modèle d'évolution cognitive radicalement différent, et peut-être une fenêtre sur ce que pourrait être une civilisation non technologique, née et morte bien avant nous. Les ancêtres des céphalopodes remontent à plus de 500 millions d'années. Apparues au Cambrien, ces créatures ont rapidement conquis les mers du Paléozoïque. Leur première forme était loin des pieuvres et des calmars que nous connaissons aujourd'hui. Elles étaient souvent protégées par des coquilles externes, proches des nautiloïdes modernes. Pourtant, même à cette époque ancienne, elles montraient déjà des signes d'adaptation remarquables. Elles développaient des systèmes sensoriels sophistiqués, des organes de propulsion efficaces et surtout un système nerveux qui allait devenir l'un des plus complexes du règne animal. L'évolution des céphalopodes est un récit d'accélération soudaine et de bifurcation improbable. Alors que la plupart des invertébrés suivaient des trajectoires Netsuker relativement simples, eux ont investi massivement dans le développement neuronal. Leur cerveau, réparti dans plusieurs lobes et doté de circuits quantiques complexes, est proportionnellement l'un des plus grands de tous les invertébrés. Leur système nerveux périphérique, notamment dans leurs tentacules, fonctionne presque comme un second cerveau, capable de prise de décision autonome. Cette architecture biologique a permis aux céphalopodes d'adopter des comportements d'une sophistication étonnante, camouflage adaptatif, résolution de problèmes, apprentissage par l'observation, mémorisation à long terme. Ce qui rend ces capacités encore plus fascinantes, c'est qu'elles ont évolué indépendamment de l'intelligence vertébrée. Alors que les mammifères, les oiseaux ou même certains poissons ont développé leurs capacités cognitives à partir d'un ancêtre commun doté d'un cerveau primitif, les céphalopodes ont suivi un chemin complètement séparé. Leur intelligence n'est pas un écho de la nôtre, mais une création parallèle. Cela prouve que la cognition complexe n'est pas une exception unique dans l'histoire de la vie, mais une possibilité récurrente. Cette constatation a des implications profondes pour la question des civilisations disparues. Si une lignée d'invertébrés marins a pu développer un cerveau hautement sophistiqué en quelques centaines de millions d'années, qu'est-ce qui empêcherait l'intelligence d'avoir émergé encore plus tôt, peut-être dans des formes que nous ne reconnaîtrions pas? Les céphalopodes montrent que l'intelligence ne dépend pas nécessairement d'outils, de langage articulé ou de structures sociales humaines. Elle peut exister dans des formes radicalement différentes, adaptées à d'autres environnements, d'autres modes de vie. On a longtemps cru que les pieuvres, les seiches et les calmars modernes étaient des exceptions isolées, des curiosités évolutives. Mais les recherches récentes montrent qu'ils sont bien plus que cela. Ils représentent l'une des formes d'intelligence les plus anciennes et les plus raffinées de la planète. Leur capacité à apprendre rapidement, à résoudre des problèmes complexes et même à manipuler leur environnement est stupéfiante. Certains spécimens ont été observés en train d'ouvrir des bocaux, de démonter des systèmes de fermeture, de se servir d'objets comme outils rudimentaires. D'autres semblent capables de jouer, un comportement longtemps considéré comme propre aux mammifères supérieurs. Leur langage corporel, basé sur des changements de couleur et de texture, est si complexe qu'il pourrait être comparé à une forme de communication. Certaines espèces utilisent donc des motifs lumineux pour transmettre des signaux à leurs congénères ou pour tromper leurs prédateurs. Dans les profondeurs océaniques, ces spectacles lumineux pourraient en même constituer une forme de dialogue que nous ne comprenons pas encore. Cela soulève une question fascinante. Et si certaines lignées de céphalopodes anciens avaient poussé cette communication à un niveau encore plus élevé, atteignant un degré de coordination collective qui pourrait être qualifié de civilisation dans un sens non humain? Il existe une hypothèse audacieuse selon laquelle certaines formes d'intelligence ancienne auraient pu se développer entièrement sous l'eau, sans jamais passer par les étapes que nous associons à la civilisation. Elles n'auraient pas construit de machines parce qu'elles n'en avaient pas besoin. Elles n'auraient pas inventé l'écriture parce que leur communication reposait sur des signaux visuels ou chimiques. Elles n'auraient pas bâti de villes parce que leur environnement ne le nécessitait pas. Pourtant, elles auraient pu atteindre un niveau d'organisation sociale et de complexité cognitive que nous aurions du mal à reconnaître aujourd'hui. Cette idée nous oblige à remettre en question nos critères de détection. Lorsque nous cherchons des signes d'intelligence passée, nous cherchons ce qui nous ressemble, des outils, des bâtiments, des traces d'agriculture. Mais que se passe-t-il si l'intelligence ancienne ne ressemblait pas du tout à la nôtre, si elle était fluide, décentralisée, éphémère?
si elle avait laissé ses traces non pas dans la pierre, mais dans les comportements, les relations, l'écologie même de son environnement. Dans ce cas, elle aurait pu exister pendant des millions d'années sans jamais laisser de fossiles reconnaissables. Certains paléontologues ont avancé que les céphalopodes anciens pourraient avoir eu des comportements bien plus complexes que ce que les fossiles suggèrent. Malheureusement, leur anatomie molle se fossilise très mal. Les archives géologiques conservent surtout leurs coquilles et leurs structures dures, tandis que leur cerveau, leur peau, leur comportement disparaissent sans laisser de traces. Il est donc presque impossible de savoir jusqu'où leur intelligence a pu aller. Peut-être que certaines lignées éteintes ont atteint des capacités cognitives dépassant celles des espèces modernes. Peut-être qu'elles ont développé des structures sociales avancées, voire des formes de culture biologique que nous ne saurions reconnaître. La rapidité avec laquelle les céphalopodes se sont adaptés à des environnements variés suggère également une grande plasticité comportementale. Ils ont colonisé toutes les profondeurs océaniques, des récifs peu profonds aux abysses les plus sombres. Leur capacité à s'adapter pourrait avoir ouvert la voie à des expérimentations évolutives dont nous n'avons aucune trace. Il est concevable qu'ils aient exploré des niches écologiques que nous ignorons totalement, ou qu'ils aient influencé d'autres espèces d'une manière que nous ne pouvons plus reconstruire. Cette possibilité remet aussi en question notre idée de la civilisation comme phénomène linéaire et progressif. Nous imaginons l'intelligence comme une trajectoire ascendante menant inévitablement à la technologie. Mais les céphalopodes montrent qu'il existe d'autres voies. L'intelligence peut émerger, s'épanouir, puis disparaître sans jamais franchir le seuil de la technologie. Elle peut exister sous des formes qui ne laissent presque aucune trace. Elle peut même influencer l'évolution d'autres espèces, participer à des réseaux écologiques complexes, puis s'éteindre sans jamais avoir laissé de monument. Si tel est le cas, alors il n'est pas seulement possible que des civilisations biologiques aient existé avant nous. Il est probable qu'elles aient été nombreuses. Certaines ont peut-être disparu sans laisser la moindre empreinte tangible. D'autres ont peut-être influencé l'histoire de la vie de manière subtile, inscrivant leur passage dans des dynamiques que nous ne comprenons pas encore. Et certaines pourraient les mêmes avoir survécu, transformées au fil du temps en formes de vie que nous considérons aujourd'hui comme ordinaires. Cette réflexion nous conduit à une conclusion fascinante. L'intelligence n'est pas une rareté accidentelle dans l'histoire de la Terre. Elle est une réponse récurrente, presque inévitable, aux défis de l'évolution. Elle peut surgir à plusieurs reprises, dans des lignées très différentes, et prendre des formes que nous ne reconnaîtrions peut-être jamais. Dans la prochaine étape de notre exploration, nous nous aventurerons encore plus loin dans le domaine de l'hypothèse. Nous imaginerons des mondes où des sociétés entières auraient mensué pu s'épanouir, non pas à la surface de la Terre, mais dans les profondeurs des océans, bâtissant des structures organiques, créant des réseaux vivants, laissant derrière elles non pas des villes, mais des récifs intelligents et des écosystèmes façonnés par la pensée. Car si l'intelligence peut émerger sans technologie, il n'y a aucune raison qu'elle n'ait pas aussi donné naissance à des civilisations invisibles, dissoutes dans la mer. Il est difficile pour notre esprit, façonné par l'histoire humaine, d'imaginer une civilisation qui ne bâtirait pas en pierre, qui ne tracerait pas de route, qui ne dresserait pas de monuments vers le ciel. Nous associons instinctivement la notion de société avancée à la verticalité des villes, aux structures géométriques, aux architectures monumentales. Pourtant, cette vision n'est qu'un reflet de notre propre trajectoire. Rien n'indique que l'intelligence doive nécessairement suivre les mêmes chemins. Et si, dans un passé très ancien, des civilisations avaient choisi d'autres voies, des sociétés qui n'auraient jamais taillé la pierre, mais qui auraient façonné la matière vivante elle-même, des cités qui n'auraient jamais été construites, mais qui auraient poussé, grandi, évolué comme des organismes. Pour concevoir cela, il faut d'abord abandonner l'idée que la civilisation est forcément liée à la technologie au sens où nous l'entendons. L'intelligence peut se manifester de bien des manières, par la maîtrise de l'énergie, par la manipulation de l'environnement, par l'organisation sociale ou même par l'architecture biologique. Dans ce dernier cas, une civilisation pourrait ne jamais laisser derrière elle les traces que nous cherchons. Elle ne construirait pas avec des briques et de l'acier, mais avec des tissus vivants, des colonies symbiotiques, des structures minérales cultivées. L'océan, vaste et ancien, offre un terrain fertile à cette idée. La vie y a prospéré bien avant d'envahir la terre ferme, et elle continue d'y évoluer selon des dynamiques que nous comprenons à peine.
C'est dans cet environnement que l'on trouve certaines des structures naturelles les plus impressionnantes jamais créées, les récifs coralliens. Ces formations gigantesques ne sont pas le fruit de la géologie, mais de la biologie. Elles résultent d'innombrables générations de minuscules organismes qui, ensemble, bâtissent des architectures colossales capables de remodeler l'environnement. Les récifs sont une démonstration puissante de ce qu'une organisation collective peut accomplir sans outils. Ils témoignent de la possibilité d'une construction biologique à grande échelle. Ils s'adaptent, se développent, réparent leurs blessures. Ils créent des habitats, régulent les flux d'énergie, modifient les cycles chimiques. À leur manière, ils sont les villes de l'océan, des métropoles vivantes, complexes, auto-entretenues. Imaginons maintenant une forme d'intelligence qui, plutôt que de bâtir des structures inertes, choisit d'exploiter ce type de processus. Une société de ce genre ne creuserait pas des fondations, elle cultiverait des architectures. Ces cités seraient un rang des récifs vivants, façonnés non par la main, mais par la croissance. Elles changeraient au fil des saisons, se réorganiseraient selon les besoins, s'étendraient naturellement au lieu d'être construites. Ces structures pourraient même être symbiotiques, hébergeant leurs créateurs tout en les nourrissant ou en les protégeant. Cette idée n'a rien d'impossible sur le plan biologique. De nombreuses espèces actuelles manipulent déjà leur environnement de façon collective et complexe. Certaines termites bâtissent des nids gigantesques dotés de systèmes de ventilation naturels. Des colonies de fourmis cultivent des champignons dans des chambres souterraines parfaitement régulées. Les castors transforment des paysages entiers pour créer des écosystèmes adaptés à leurs besoins. Ces comportements, bien qu'instinctifs, montrent que la nature peut produire des architectures fonctionnelles sans qu'il y ait intention consciente au sens humain. Si l'intelligence s'ajoute à ce processus, les possibilités deviennent vertigineuses. La matière minérale elle-même pourrait devenir un support de construction organique. Certains organismes, comme les diatomées ou les radiolaires, fabriquent des structures de silice d'une complexité stupéfiante. Les coquillages construisent en Tokyo des coquilles de carbonate de calcium aux motifs délicats. Si une civilisation ancienne avait appris à manipuler ces processus à grande échelle, elle aurait pu ériger des cités de quartz, non pas par taille ou sculpture, mais par croissance contrôlée. Ces structures, profondément intégrées à la géologie, pourraient encore exister aujourd'hui, mais être prises pour des formations naturelles. C'est là l'un des aspects les plus intrigants de cette hypothèse. Il se pourrait que nous ayons déjà sous les yeux les vestiges de telles civilisations, mais que nous les interprétions comme des phénomènes géologiques, des formations étranges dans les profondeurs marines, des structures cristallines inhabituelles dans des grottes anciennes, des motifs minéraux trop réguliers pour être purement naturels, pourraient être les restes d'architecture organique oubliée. Il existe déjà des exemples troublants de structures naturelles qui défient notre compréhension. Certaines formations sous-marines présentent des symétries et des organisations qui rappellent des constructions artificielles. Des concrétions minérales dans des cavernes profondes prennent la forme d'édifices avec des voûtes, des colonnes, des chambres. Officiellement, elles sont expliquées par des processus géochimiques lents, mais rien ne prouve qu'elles ne puissent pas être, dans certains cas, les produits d'une intervention biologique ancienne, perdue depuis longtemps. Cette hypothèse élargit considérablement notre conception de la civilisation. Elle nous invite à imaginer des sociétés qui ne laissent pas de ruines au sens traditionnel, mais dont l'existence se fond dans l'environnement. Des sociétés qui ne cherchent pas à dominer la nature, mais à la coopter, à s'y intégrer, à la guider subtilement. Elles pourraient avoir existé pendant des millions d'années sans jamais produire de traces identifiables selon nos critères. Leur cité se serait dissoute dans les cycles biologiques et géologiques, devenant indiscernables des structures naturelles. Il est aussi possible qu'une telle forme de civilisation ne disparaisse jamais complètement. Certaines de ces créations pourraient continuer à exister, transformées, adaptées, intégrées à d'autres écosystèmes. Un récif corallien particulièrement ancien pourrait être, sans que nous le sachions, un vestige de cette architecture vivante. Une formation cristalline inhabituelle pourrait être la relique d'un projet oublié. Notre ignorance ne prouve pas leur inexistence. Elle prouve seulement les limites de nos méthodes d'interprétation. Il est fascinant de constater que certaines de nos propres recherches technologiques s'orientent dans cette direction. La bioconstruction, qui utilise des organismes pour bâtir des structures, en est encore à ses débuts.
Des chercheurs explorent alors la possibilité de cultiver des bâtiments à partir de bactéries qui sécrètent même du calcaire ou de développer des matériaux autoréparants inspirés des coquilles naturelles. D'autres envisagent l'ingénierie de colonies microbiennes capables de produire des formes architecturales complexes. Ces idées, encore expérimentales, montrent que la frontière entre biologie et technologie pourrait s'effacer à mesure que notre compréhension progresse. Si nous commençons à peine à imaginer de telles approches aujourd'hui, pourquoi d'autres espèces n'auraient-elles pas pu le faire il y a des millions d'années ? Pourquoi la biologie n'aurait-elle pas servi de fondement à une forme d'urbanisme très ancien, aujourd'hui méconnaissable ? En envisageant cette possibilité, nous découvrons une autre dimension de l'hypothèse des civilisations disparues. Elle ne se limite plus à la question de savoir s'il y a eu des sociétés intelligentes avant nous, mais explore comment ces sociétés auraient pu exister, et pourquoi nous ne les avons peut-être pas reconnues. Une civilisation capable d'intégrer ces structures dans l'environnement pourrait laisser des traces pratiquement indétectables. Ces créations seraient partout et nulle part, présentes mais invisibles, dissoutes dans le tissu même de la planète. Peut-être que, dans un avenir lointain, les géologues trouveront des structures minérales ou biologiques si complexes qu'ils hésiteront à les qualifier de naturelles. Peut-être que des formations marines, longtemps considérées comme des récifs, seront réinterprétées comme les vestiges d'architecture vivante. Peut-être même que nous découvrirons un jour des motifs répétitifs, des géométries intentionnelles cachées dans des structures que nous pensions comprendre. Dans la prochaine étape de notre exploration, nous quitterons l'hypothèse biologique pour examiner un phénomène encore plus radical, celui des extinctions massives et des civilisations qu'elles auraient pu effacer. Car si des sociétés ont existé dans le passé lointain, il est improbable qu'elles aient disparu non pas à cause de leur propre effondrement, mais à cause des forces implacables de la nature. C'est comprendre ces effacements, c'est comprendre pourquoi notre planète pourrait avoir connu plusieurs aubes de l'intelligence. Et plusieurs crépuscules oubliés. Il est dans la nature du temps de détruire ce qu'il crée. Aucun être vivant, aucune espèce, aucune civilisation ne peut prétendre lui échapper éternellement. Sur Terre, cette vérité a été répétée encore et encore comme un cycle implacable, l'essor, l'apogée, puis la chute. Si l'on veut comprendre pourquoi il pourrait ne rester aucune trace d'éventuelles civilisations antérieures, il faut s'aventurer dans le domaine des grandes extinctions. Car c'est là que se trouve l'une des raisons les plus probables pour lesquelles tout ce qui aurait pu précéder notre histoire a été effacé. Non par la lente usure du temps seulement, mais par des cataclysmes d'une ampleur telle qu'ils ont presque anéanti toute vie. La Terre n'est pas une planète stable. Elle est un organisme vivant, traversé de convulsions, secoué par des bouleversements qui dépassent l'entendement humain. Depuis l'apparition de la vie complexe, 5 grandes extinctions massives ont remodelé la biosphère de façon radicale. Chacune d'elles a mis fin à l'histoire d'innombrables espèces, mais aussi peut-être à des formes d'intelligence dont nous n'avons jamais eu connaissance. La première de ces crises majeures survint à la fin de l'Ordovicien, il y a environ 444 millions d'années. Un refroidissement brutal, probablement déclenché par des changements dans la circulation océanique et dans l'atmosphère, provoqua la formation de vastes calottes glaciaires. Le niveau des mers chuta, détruisant les habitats marins qui abritaient la majorité de la vie. Près de 85% des espèces disparurent. Si une civilisation marine avait existé à cette époque, fondée par exemple sur des formes d'intelligence céphalopodes ou d'autres organismes complexes, elle aurait été balayée en quelques millénaires, ne laissant derrière elle que des indices effacés par les sédiments. La deuxième extinction majeure frappa à la fin du Dévonien, il y a environ 372 millions d'années. Elle fut longue, étalée sur plusieurs millions d'années, et son origine reste mystérieuse. Certains chercheurs évoquent des changements climatiques lents, d'autres des impacts cosmiques ou des éruptions volcaniques massives. Quoi qu'il en soit, près de 75% des espèces disparurent, notamment de nombreux groupes marins. Si une civilisation avait existé dans les océans à cette époque, elle aurait été confrontée à une lente agonie, incapable de résister à la transformation progressive de son environnement. La troisième, sans doute la plus terrible, fut l'extinction permienne, survenue il y a environ 252 millions d'années. On l'appelle parfois la Grande Mort. En quelques centaines de milliers d'années, un instant à l'échelle géologique,
Plus de 90% des espèces marines et 70% des espèces terrestres s'éteignirent. Les causes en sont encore débattues. Volcans géants, rejets massifs de gaz, réchauffement extrême, perte d'oxygène dans les océans. Ce cataclysme transforma la Terre en un monde presque stérile. S'il avait existé une civilisation avancée, même technologique, elle aurait eu peu de chances d'y survivre. Et même si quelques vestiges avaient échappé à la destruction initiale, ils auraient été broyés, engloutis, effacés par la violence de l'événement et par les millions d'années qui suivirent. La quatrième extinction survint à la fin du Trias, il y a environ 201 millions d'années, ouvrant la voie à l'ascension des dinosaures. Là encore, la combinaison d'un volcanisme intense, d'un réchauffement climatique rapide et de changements dans les écosystèmes fut fatale pour environ 80% des espèces. Toute forme d'intelligence évoluée qui aurait pu émerger au Trias aurait été anéantie avant même d'avoir le temps de s'adapter. Enfin, la cinquième extinction, la plus célèbre, se produisit il y a 66 millions d'années. L'impact d'un astéroïde géant provoqua un hiver planétaire, effaçant les dinosaures et de nombreuses autres espèces. Sans cet événement, les mammifères n'auraient peut-être jamais dominé la Terre, et l'humanité ne serait jamais apparue. Cet épisode nous rappelle une vérité fondamentale. Même les formes de vie les plus puissantes peuvent être anéanties en un instant par les forces cosmiques. Ces 5 grandes crises sont bien connues, mais elles ne sont pas les seules. La Terre a connu d'innombrables extinctions, plus modestes, souvent régionales, parfois globales, qui ont remodelé la biosphère encore et encore. Chacune d'elles a pu effacer des écosystèmes entiers, des lignées entières et peut-être des civilisations entières. L'argument est simple. Même si une société intelligente avait émergé avant nous, les chances qu'elle ait survécu aux convulsions de la planète sont faibles. Mais il y a plus troublant encore. Ces extinctions ne se contentent pas d'anéantir la vie. Elles réécrivent les conditions de l'évolution. Elles ouvrent de nouveaux espaces écologiques, favorisent l'essor de nouvelles formes de vie, changent les trajectoires évolutives. Autrement dit, elles effacent non seulement ce qui existait, mais elles rendent même difficile l'idée qu'autre chose ait pu exister auparavant. C'est comme si chaque crise remettait les compteurs à zéro, effaçant le passé non seulement dans la matière, mais aussi dans la mémoire biologique. Il faut également considérer l'effet des catastrophes cosmiques. L'impact d'un astéroïde ou d'une comète peut libérer une énergie équivalente à des milliards de bombes nucléaires, vaporisant des continents, transformant l'atmosphère, stérilisant la surface. De tels événements sont rares à l'échelle humaine, mais fréquents à l'échelle géologique. Si une civilisation avait prospéré à la surface de la Terre il y a 400 millions d'années, un seul de ces impacts aurait suffi à la faire disparaître sans laisser de traces. Même des structures massives auraient été pulvérisées, fondues ou enfouies sous des kilomètres de débris. Le volcanisme représente une menace tout aussi redoutable. Les éruptions des traps sibériens, à la fin du Permien, ont libéré d'énormes quantités de gaz, modifiant le climat global et rendant la planète inhabitable. Les panaches basaltiques, qui recouvrent parfois des millions de kilomètres carrés, auraient enseveli toute trace d'activité humaine sous des kilomètres de lave solidifiée. Même les plus puissantes réalisations technologiques seraient méconnaissables après de tels événements. Il est possible aussi que certaines extinctions aient été déclenchées par des causes plus subtiles, des changements dans la composition de l'atmosphère, des inversions magnétiques, des éruptions solaires majeures. Chacune de ces perturbations pourrait effacer ou transformer les traces laissées par une civilisation. Dans ce contexte, l'absence de preuves devient presque inévitable. Ce scénario a une conséquence philosophique profonde. Il nous rappelle notre fragilité. Nous pensons souvent que notre civilisation est durable, que nos traces survivront des millions d'années. Mais face à la puissance aveugle de la nature, nous ne sommes qu'un épisode fugace. Une seule extinction pourrait effacer presque tout ce que nous avons accompli. Même notre mémoire pourrait disparaître, ne laissant derrière elle que quelques anomalies géologiques, quelques changements dans la composition de l'atmosphère, quelques cicatrices dans les couches sédimentaires. Si cela est vrai pour nous, pourquoi n'en serait-il pas de même pour d'autres ? Si des civilisations ont fleuri avant nous, elles ont peut-être connu leur propre fin, victimes de forces contre lesquelles aucune intelligence, aussi avancée soit-elle, ne peut lutter. Elles ont pu s'éteindre sans laisser de traces, englouties par les cycles du feu et de la glace, effacées par l'indifférence du cosmos. Cette idée transforme notre perception du passé. Elle suggère que l'histoire de la Terre n'est pas une ligne continue, mais une succession de renaissances.
Chaque extinction majeure pourrait avoir mis fin à un chapitre entier de l'évolution, effaçant non seulement les formes de vie dominantes, mais aussi leurs éventuelles créations. L'absence de traces ne signifie pas qu'il n'y a jamais eu de chapitre précédent. Elle signifie simplement que les pages ont été arrachées. Dans la prochaine étape de notre exploration, nous nous pencherons sur un autre type de traces, non pas celles qui sont effacées par les catastrophes, mais celles qui survivent malgré elles. Car même si une civilisation est détruite, elle peut laisser une empreinte durable, celle que produisent ses activités industrielles sur l'environnement. Et ces empreintes, invisibles à l'œil nu, peuvent parfois survivre des centaines de millions d'années, comme des signatures persistantes d'un passé disparu. Si l'histoire d'une civilisation peut être effacée par le feu, l'eau, la glace et le temps, il existe pourtant un type d'empreinte plus résistant, plus insidieux, qui peut survivre longtemps après que tout le reste a disparu, celle de sa chimie. Là où les monuments s'effondrent, où les villes se désagrègent, où les archives se dispersent, les transformations chimiques qu'une société impose à son environnement peuvent persister pendant des millions d'années. C'est cette idée, au cœur de l'hypothèse silurienne, qui mérite d'être explorée plus en profondeur. Car si une civilisation avancée avait existé il y a des centaines de millions d'années, ses traces les plus probables ne seraient peut-être pas des artefacts ou des fossiles, mais des anomalies chimiques enfouies dans les roches, les sols et l'atmosphère fossilisée de la Terre. Notre propre époque fournit une illustration frappante de cette possibilité. En quelques siècles seulement, l'humanité a profondément modifié la chimie de la planète. Nous avons injecté d'énormes quantités de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, modifiant le climat mondial et laissant une signature isotopique unique qui sera détectable longtemps après notre disparition. Nous avons dispersé des métaux lourds, du plomb au mercure, dans les sols et les océans. Nous avons produit des composés chimiques artificiels, plastiques, pesticides, PCB, composés fluorés qui n'existaient vraiment pas auparavant et qui persisteront dans l'environnement bien au-delà de la fin de notre civilisation. Ces signatures les sont déjà en train de s'enregistrer dans les sédiments marins et les glaces polaires. Dans plusieurs millions d'années, elles formeront une couche géologique identifiable, un marqueur indélébile de notre passage. Si nous pouvons laisser de telles traces en si peu de temps, il est logique d'imaginer que d'autres civilisations anciennes aient pu faire de même. Peut-être ont-elles exploité des ressources, modifié la composition atmosphérique, manipulé des éléments chimiques à grande échelle. Peut-être ont-elles créé des matériaux qui, même après leur disparition, subsistent sous forme de résidus enfouis, profondément sous la surface. Chercher ces signatures, c'est comme lire entre les lignes du livre géologique. Les anomalies chimiques deviennent des mots silencieux qui pourraient en raconter une histoire oubliée. L'un des exemples les plus révélateurs de ce type de signature est ce qu'on appelle une excursion isotopique. Il s'agit d'un changement soudain et durable dans les proportions relatives des isotopes d'un élément, souvent associé à une perturbation majeure du cycle biogéochimique. Dans notre monde moderne, la combustion des combustibles fossiles appauvrit l'atmosphère en carbone 13, laissant une empreinte distincte. Une civilisation ancienne qui aurait utilisé massivement une source d'énergie organique pourrait avoir laissé une trace similaire dans les roches sédimentaires. Certaines excursions isotopiques du passé sont encore inexpliquées. Officiellement attribuées à des phénomènes naturels, elles pourraient aussi être les vestiges d'une activité industrielle disparue depuis longtemps. Un autre indice possible réside dans les dépôts de métaux. L'extraction, la fusion et l'utilisation industrielle des métaux modifient leur distribution dans l'environnement. Des concentrations élevées de cuivre, de plomb, de nickel ou de terres rares dans certaines couches pourraient signaler une exploitation artificielle. Bien sûr, des processus naturels peuvent produire des enrichissements similaires, notamment l'activité volcanique. Mais un motif précis, un mélange inhabituel d'éléments, ou leur présence dans des contextes géologiques inattendus pourrait suggérer une origine différente. Certains chercheurs ont également suggéré que les composés artificiels pourraient survivre beaucoup plus longtemps que prévu. Certains polymères, par exemple, peuvent se fossiliser ou se minéraliser au fil du temps, intégrés dans des matrices rocheuses. Même dégradés, leurs signatures moléculaires pourraient subsister sous forme de structures chimiques anormales. Dans les profondeurs des océans, ou dans les sédiments anoxiques, ces molécules pourraient rester étonnamment stables, attendant d'être découvertes. Un autre indice fascinant concerne les isotopes artificiels produits par des réactions nucléaires.
L'humanité a créé des isotopes qui n'existent pas naturellement en quantité significative. Certains ont des demi-vies très longues et pourraient en être détectables pendant des dizaines de millions d'années. Si une civilisation ancienne avait maîtrisé l'énergie nucléaire, il est possible que des résidus isotopiques subsistent encore aujourd'hui, enfouis sous des couches de sédiments ou piégés dans des minéraux. Leur détection pourrait constituer une preuve indirecte d'une activité technologique ancienne. Il faut aussi considérer la chimie de l'atmosphère elle-même. Certaines transformations industrielles peuvent modifier la proportion de gaz rares ou introduire des composés nouveaux. Même si ces molécules sont instables à long terme, leurs effets indirects peuvent laisser des traces. Par exemple, une augmentation soudaine de la concentration en méthane ou en oxyde d'azote pourrait modifier la composition chimique des précipitations, laissant une signature dans les roches carbonatées. De telles anomalies sont parfois observées dans les archives géologiques anciennes, sans explication claire. Bien sûr, il est essentiel de faire preuve de prudence. La nature possède de nombreux moyens de produire des changements chimiques massifs sans intervention intelligente. Des éruptions volcaniques peuvent injecter d'énormes quantités de gaz dans l'atmosphère. Des impacts d'astéroïdes peuvent vaporiser des métaux et les disperser sur de vastes zones. Des cycles biologiques peuvent créer des déséquilibres isotopiques. Mais certaines signatures pourraient ne s'expliquer que par des processus organisés, continus, intentionnels, des processus que seule une civilisation avancée pourrait engendrer. L'étude de ces empreintes chimiques est encore balbutiante. Les géologues et les géochimistes commencent seulement à développer des outils pour identifier ce qui pourrait constituer une signature artificielle ancienne. L'analyse des isotopes, des compositions minérales et des structures moléculaires s'affine. De nouvelles techniques permettent d'examiner les couches sédimentaires avec une précision sans précédent, révélant des détails auparavant invisibles. Chaque nouvelle donnée enrichit notre compréhension, mais soulève aussi de nouvelles questions. Certaines anomalies sont-elles vraiment naturelles ou bien sommes-nous en train de lire, sans le savoir, les traces laissées par une intelligence ancienne ? Cette idée a également des implications importantes pour notre compréhension de l'univers. Si nous apprenons à identifier les signatures chimiques laissées par une civilisation sur Terre, nous pourrons appliquer les mêmes méthodes à d'autres planètes. Une atmosphère enrichie en composés industriels, une répartition isotopique anormale, des dépôts métalliques inhabituels pourraient révéler la présence d'une civilisation extraterrestre éteinte. En d'autres termes, comprendre l'héritage chimique terrestre pourrait nous aider à lire l'histoire d'autres mondes. Il est même possible que certaines de ces signatures existent déjà dans les données dont nous disposons. Certaines excursions isotopiques anciennes, certains enrichissements métalliques inexpliqués, certaines anomalies minérales pourraient rétrospectivement être interprétées différemment. Peut-être avons-nous déjà trouvé des traces d'activités anciennes sans les reconnaître comme telles. Notre compréhension est limitée par les cadres conceptuels que nous utilisons. Tant que nous ne posons pas la question de l'existence d'une civilisation antérieure, nous ne verrons pas les réponses qu'elle pourrait nous fournir. Cette prise de conscience nous ramène à une idée fondamentale. L'absence de preuve n'est pas une preuve d'absence. Une civilisation ancienne pourrait avoir existé et disparu, laissant derrière elle des signatures chimiques que nous ne savons pas encore interpréter. Peut-être que dans des laboratoires géologiques, des scientifiques ont déjà mesuré des anomalies qui, dans un autre contexte, seraient considérées comme artificielles. Peut-être que nous avons déjà entre nos mains les clés d'un passé oublié, mais que nous ne savons pas encore les lire. L'idée d'un héritage chimique ancien nous invite à élargir notre regard. Elle nous pousse à ne pas limiter notre quête à ce qui est visible, mais à considérer l'invisible, l'intangible, l'infime. Elle nous rappelle que la matière conserve la mémoire de ce qui a été, même lorsque la forme s'est évanouie, et elle nous offre une perspective vertigineuse, celle d'une histoire enfouie non pas dans des ruines ou des artefacts, mais dans la structure même de la planète. Dans la prochaine étape de notre exploration, nous pousserons cette idée plus loin encore. Nous examinerons des indices encore plus subtils, des témoins improbables, des anomalies isotopiques, minérales ou cosmiques qui pourraient représenter les ultimes traces d'un passé effacé. Car si une civilisation ancienne a réellement existé, il est possible que les seules preuves qui subsistent soient néanmoins dissimulées dans les recoins les plus discrets de la Terre, ou peut-être même au-delà. Plus on s'enfonce dans les profondeurs du temps, plus les traces deviennent ténues, ambiguës, presque invisibles. Et pourtant certaines d'entre elles persistent,
comme des chuchotements lointains dans le vaste silence des âges. Elles ne prennent pas la forme de ruines ni d'objets manufacturés, elles ne se dressent pas à la surface de la Terre, elles sont dissimulées dans les structures atomiques des roches, dans les concentrations minérales anormales, dans les isotopes rares qui ne devraient pas être là. Ces indices, discrets et souvent incompris, pourraient bien être les derniers témoins d'un passé que nous n'avons jamais soupçonné. Les isotopes sont parmi les archives les plus fidèles de l'histoire planétaire. Contrairement aux objets matériels, ils ne s'érodent pas, ne se déforment pas, ne se dispersent que très lentement. Ils enregistrent les événements dans leur répartition même, offrant une mémoire chimique que rien ne peut complètement effacer. C'est pourquoi les géochimistes les utilisent donc pour reconstituer les climats anciens, les cycles biologiques, les événements volcaniques et parfois des phénomènes dont l'origine reste mystérieuse. Certains de ces mystères isotopiques sont particulièrement intrigants. Des variations inhabituelles dans les rapports isotopiques du carbone, de l'oxygène ou du soufre apparaissent à plusieurs reprises dans les archives géologiques. Certaines coïncident avec des extinctions massives ou des bouleversements climatiques, mais d'autres surviennent sans cause identifiable. Elle ne s'explique ni par le volcanisme, ni par les impacts cosmiques, ni par les changements biologiques connus. Pour certains chercheurs, ces anomalies pourraient en être les signatures indirectes d'une activité artificielle ancienne, une exploitation industrielle massive, une transformation chimique à grande échelle ou même un usage intensif de l'énergie pourraient laisser de telles empreintes, bien après la disparition de leurs auteurs. Un exemple fascinant est celui des isotopes du plutonium ou du technétium, qui n'existent presque pas naturellement. Leur présence dans certaines couches géologiques modernes, dues aux essais nucléaires humains, sera détectable pendant des millions d'années. Si une civilisation ancienne avait utilisé l'énergie nucléaire, des isotopes rares ou des traces de désintégration pourraient encore être présents dans les roches. Les détecter exigerait une précision extrême, mais leur découverte bouleverserait tout ce que nous croyons savoir sur l'histoire de la Terre. Les isotopes ne sont cependant qu'une partie de l'histoire. D'autres indices peuvent se cacher dans les minerais. La Terre ne produit pas les mêmes combinaisons d'éléments partout et tout le temps. Certaines distributions minérales sont le résultat de processus naturels bien compris: cristallisation magmatique, dépôts hydrothermaux, précipitations chimiques. Mais il existe des occurrences qui ne s'intègrent pas à ces modèles. Des concentrations anormales de métaux, des mélanges d'éléments inattendus, des structures cristallines complexes pourraient en trahir une origine artificielle. Certains gisements métalliques présentent des profils isotopiques qui suggèrent une extraction ou un raffinage. Officiellement, ils sont attribués à des processus géologiques rares, mais rien n'exclut qu'ils puissent être les restes d'activités industrielles anciennes. D'autres anomalies concernent la répartition spatiale des minéraux. Dans certaines régions, des concentrations élevées de métaux se trouvent dans des endroits où aucune explication géologique évidente ne les justifie. Il est possible que cela soit dû à des processus naturels que nous ne comprenons pas encore ou à des activités oubliées depuis des centaines de millions d'années. Parfois, ces anomalies ne sont pas terrestres, mais cosmiques. Des traces d'éléments lourds d'origine extraterrestre comme l'iridium, le platine ou l'osmium apparaissent dans certaines couches sédimentaires. Leur présence est souvent associée à des impacts de météorites, mais certaines concentrations sont trop élevées ou trop réparties pour correspondre à un seul événement. Il est concevable que certaines de ces anomalies soient liées à l'exploitation de matériaux extraterrestres par une civilisation ancienne, ou à des phénomènes cosmiques encore inconnus qui auraient interagi avec l'atmosphère terrestre. Une autre piste intrigante concerne les micrométéorites et les poussières de cosmiques. Ces particules, qui tombent constamment sur Terre, peuvent piéger des signatures chimiques ou isotopiques d'événements anciens. Certaines couches géologiques en contiennent des concentrations anormales. Elles pourraient être les témoins de périodes d'intense activité cosmique, mais aussi, hypothétiquement, d'une ère où une civilisation aurait exploité ou manipulé des matériaux extraterrestres. Certains chercheurs vont jusqu'à proposer que des traces d'origine artificielle pourraient être trouvées non pas sur Terre, mais sur la Lune ou Mars. Ces mondes géologiquement plus stables ont moins subi l'érosion et la tectonique qui effacent les traces à la surface de notre planète. Si une civilisation ancienne avait quitté la Terre ou laissé des structures sur ces corps célestes, elle pourrait en être remarquablement bien conservée.
Des anomalies minérales ou isotopiques sur la Lune pourraient donc raconter une histoire que notre planète, trop vivante, a effacée depuis longtemps. Mais même sans quitter la Terre, certains signaux pourraient en être sous nos yeux. L'uranium enrichi, par exemple, ne se trouve presque jamais naturellement. Sa découverte dans un contexte ancien serait un indice fort d'activité artificielle. De même, la présence d'alliages métalliques complexes, formés dans des conditions que les processus géologiques ne peuvent pas reproduire, pourrait révéler une intervention technologique. Des matériaux composites ou des traces de fusion avancées, même à l'état microscopique, pourraient en constituer des preuves irréfutables, si nous savions où et comment chercher. Le problème est que notre connaissance des archives géologiques est encore très incomplète. Une grande partie de la croûte terrestre est inaccessible. Les couches les plus anciennes sont souvent profondément enfouies ou ont été recyclées par la tectonique. Même celles que nous pouvons étudier sont souvent fragmentaires. Il est donc possible que les signatures les plus importantes soient encore dissimulées, bien au-delà de notre portée actuelle. Il faut également reconnaître que notre cadre d'interprétation est limité. Nous interprétons les anomalies en fonction des modèles que nous connaissons. Si nous découvrons un mélange d'isotopes ou une concentration métallique inattendue, nous cherchons d'abord des explications naturelles. Nous n'envisageons que rarement des scénarios artificiels car ils semblent improbables. Pourtant, notre propre civilisation montre que de telles signatures sont possibles. Si nous pouvions observer la Terre dans 100 millions d'années, nous verrions probablement des anomalies isotopiques, minérales et chimiques que les scientifiques du futur auraient du mal à expliquer, sans supposer l'existence d'une civilisation. C'est peut-être là la clé. Nous devons apprendre à penser comme des détectives du passé profond, à considérer que certaines anomalies ne sont pas des erreurs ou des accidents, mais des messages. Chaque concentration inattendue, chaque isotope inhabituel, chaque composition minérale étrange pourrait être une trace, faible, effacée, mais réelle, d'une activité intelligente oubliée. Cette idée nous oblige à repenser notre approche de l'histoire planétaire. Peut-être que la Terre n'a pas connu une seule lignée d'intelligence, mais plusieurs, chacune effacée à son tour, ne laissant que des traces cryptiques dans la chimie des roches. Peut-être que certaines de ces traces ont déjà été découvertes, consignées dans des rapports géologiques, mais jamais interprétées correctement. Dans ce contexte, la frontière entre science et imagination devient floue, mais cette flou est fécond. Il nous invite à ne pas rejeter les anomalies simplement parce qu'elles ne rentrent pas dans nos modèles. Il nous pousse à poser des questions nouvelles, à chercher des explications au-delà des processus naturels connus. Dans la prochaine étape de notre voyage, nous examinerons ce que cela signifierait si de telles traces étaient confirmées. Comment réagirions-nous à la découverte d'une activité intelligente vieille de centaines de millions d'années? Et surtout, comment cela transformerait-il notre vision de nous-mêmes, de notre place dans l'histoire de la Terre et de notre avenir sur cette planète? Car si nous ne sommes pas les premiers à avoir émergé ici, il est possible que nous ne soyons pas les derniers. Et si, dans les profondeurs des roches, dans les anomalies isotopiques ou dans les archives fossiles, nous découvrions enfin une preuve indiscutable? Pas une hypothèse, pas une coïncidence géologique, mais une trace claire d'intelligence, un alliage impossible, une distribution chimique artificielle, une structure trop complexe pour être naturelle. Que signifierait une telle découverte pour notre vision du monde? La réponse serait bien plus vaste que le simple ajout d'un chapitre oublié à l'histoire de la Terre. Elle bouleverserait tout, notre conception de nous-mêmes, notre place dans l'univers, notre compréhension du passé et de l'avenir. L'histoire humaine repose sur un récit fondamental. Nous sommes les premiers à penser, à construire, à créer des sociétés complexes, à transformer consciemment notre environnement. Cette conviction est si profondément enracinée qu'elle forme la base même de notre identité collective. Elle justifie notre sentiment d'exception, notre idée de progrès, notre conception linéaire de l'histoire. Découvrir que d'autres l'ont fait avant nous, et qu'ils l'ont peut-être fait différemment, voire mieux, viendrait briser cette illusion. Une telle révélation aurait d'abord un impact philosophique profond. Elle remettrait en cause l'anthropocentrisme qui imprègne encore nos sociétés. Nous ne serions plus l'aboutissement d'une évolution linéaire, mais un maillon parmi d'autres dans une chaîne beaucoup plus longue. L'intelligence ne serait plus une singularité propre à Homo sapiens, mais une propriété récurrente de la vie, susceptible d'apparaître, de s'épanouir, puis de disparaître pour réapparaître à nouveau ailleurs. Cela transformerait radicalement notre conception de la nature et de notre place en son sein. Cette idée pourrait aussi influencer la manière dont nous abordons l'évolution.
L'histoire biologique n'apparaîtrait plus comme une montée inexorable vers la complexité, mais comme une série d'expérimentations, d'émergences, d'extinctions et de renaissances. Notre propre existence serait le résultat d'un enchaînement de contingences, non pas le sommet d'une hiérarchie. Cela pourrait rendre l'humanité plus humble, mais aussi plus consciente de la fragilité et de la précarité de son existence. Les implications spirituelles seraient tout aussi considérables. De nombreuses traditions religieuses reposent donc sur l'idée que l'humanité occupe une position unique dans l'univers, choisie ou façonnée par des forces supérieures. L'existence d'une civilisation plus ancienne, plus avancée ou simplement différente remettrait en cause cette centralité. Cela ne signifierait pas nécessairement la fin des croyances, mais leur transformation. L'idée de création pourrait s'élargir pour englober un cosmos où la vie intelligente n'est pas une exception, mais une constante. Sur le plan scientifique, une telle découverte déclencherait une révolution comparable, voire supérieure, à celle provoquée par Copernic ou Darwin. Les disciplines entières devraient être repensées. La paléontologie chercherait à intégrer ce nouveau chapitre dans le récit de l'évolution. La géologie tenterait de reconstituer l'ampleur et la durée de cette civilisation perdue. L'archéologie devrait inventer de nouvelles méthodes pour étudier des traces qui ne ressemblent à rien de ce qu'elle connaît. La biologie pourrait être amenée à explorer l'influence de cette intelligence ancienne sur l'évolution ultérieure de la vie. Un tel changement ne concernerait pas seulement le passé, il transformerait aussi notre regard sur l'avenir. Si d'autres civilisations ont existé avant nous et ont disparu, leur destin pourrait servir d'avertissement. Peut-être ont-elles été anéanties par des catastrophes naturelles, par leur propre technologie ou par des causes que nous ne pouvons pas imaginer. Dans tous les cas, leur disparition montrerait que l'intelligence ne garantit pas la survie. Elle serait un rappel brutal que la conscience ne protège pas contre l'extinction. Cette perspective pourrait influencer profondément nos choix en tant qu'espèce. Nous pourrions prendre davantage conscience des risques que nous faisons peser sur nous-mêmes et sur la biosphère. Nous pourrions comprendre que notre avenir dépend moins de notre puissance technologique que de notre capacité à nous adapter, à coexister avec notre environnement et à prévenir les catastrophes globales. L'histoire d'une civilisation disparue deviendrait un miroir dans lequel nous pourrions lire notre propre avenir. Mais il existe aussi une dimension plus vaste, presque cosmique. Si la vie intelligente a émergé plusieurs fois sur Terre, alors elle pourrait être commune ailleurs dans l'univers. L'apparition de la conscience ne serait pas un miracle rare, mais une conséquence naturelle de l'évolution. Cela renforcerait l'idée que nous ne sommes pas seuls. Et si nous ne sommes pas seuls, alors notre destin n'est pas simplement de survivre, mais de communiquer, d'explorer, de comprendre notre place dans un réseau plus vaste de conscience. Cette prise de conscience pourrait également transformer notre culture. L'art, la littérature, la philosophie se nourriraient de cette nouvelle perspective. Les récits que nous racontons sur nous-mêmes changeraient. L'idée de prendre progrès pourrait céder la place à celle de cycle. L'histoire ne serait plus une flèche, mais une spirale où les civilisations naissent, atteignent un sommet, puis disparaissent, laissant place à d'autres. Nous commencerions peut-être à penser notre existence non pas comme un commencement, mais comme une réitération. Il est possible que cette découverte ne suscite pas seulement de l'émerveillement, mais aussi une certaine angoisse. L'idée que d'autres aient existé avant nous et aient échoué pourrait susciter une peur profonde, celle de l'inévitabilité de notre propre disparition. Mais elle pourrait aussi engendrer un sentiment d'appartenance. Nous ferions partie d'une histoire plus grande, d'une continuité qui dépasse l'humanité. Notre disparition éventuelle ne serait pas une fin, mais une transition, un passage vers quelque chose d'autre. Il faut aussi envisager les conséquences politiques d'une telle révélation. Les sociétés humaines pourraient être bouleversées par l'idée que leur histoire n'est pas unique. Certaines idéologies basées sur l'exceptionnalisme humain pourraient s'effondrer. D'autres, au contraire, pourraient chercher à monopoliser la découverte, à la manipuler pour renforcer leur pouvoir. L'information pourrait devenir une arme, une source de division ou de rassemblement. La façon dont nous réagirions dépendrait autant de notre maturité collective que de la nature de la preuve elle-même. Cette découverte pourrait également influencer nos ambitions spatiales. Si nous savons que d'autres civilisations ont existé avant nous, nous pourrions chercher à comprendre leur destin en explorant l'espace. Peut-être ont-elles laissé des traces ailleurs, sur la Lune, sur Mars, dans la ceinture d'astéroïdes. Peut-être ont-elles voyagé au-delà du système solaire. Dans ce cas, notre exploration ne serait plus seulement une aventure scientifique, mais une quête pour retrouver nos prédécesseurs. Enfin, il faut imaginer l'effet existentiel d'une telle révélation.
Elle pourrait transformer notre conception même de l'identité humaine. Nous ne serions plus les auteurs uniques de l'histoire terrestre, mais des héritiers. Nous marcherions dans les pas d'êtres disparus, portant la mémoire d'un passé que nous n'avons pas vécu. Cette conscience pourrait inspirer un sentiment d'humilité, mais aussi de responsabilité, celle de poursuivre l'œuvre de la conscience, de l'intelligence, de la création. Dans cette perspective, l'histoire de la Terre ne serait plus un récit linéaire qui mène à nous. Elle deviendrait une saga cyclique, faite d'apparitions et de disparitions, de renaissance et d'effacement. L'humanité ne serait plus la finalité de l'évolution, mais un chapitre parmi d'autres, peut-être un chapitre important, mais certainement pas le dernier. Dans la prochaine et dernière partie de ce voyage, nous nous aventurerons au-delà de la simple spéculation. Nous tenterons d'imaginer comment cette nouvelle compréhension pourrait transformer notre vision de l'avenir et comment elle pourrait influencer la façon dont nous écrivons les chapitres à venir de l'histoire de la Terre. Car si d'autres ont existé avant nous, leur silence pourrait bien être le message le plus précieux qu'ils nous ont laissé.